Quand je commence un truc, j'en fais des tonnes et du coup, je distribue. Mais c'est très bien parce qu'en plus, après, ça permet de faire des cadeaux à petit prix. Donc, c'est vraiment très chouette. Oh, merci Mirette. Coucou Mirette et merci. Oh, elle est trop belle, la méduse. Vous saviez que j'ai un tatouage de méduse? Je sais pas si vous savez. Mirette, j'ai un tatouage de méduse. Du coup, ton cadeau de méduse me fait très plaisir. Moi non plus, j'arrive pas à retenir les noms, Max Sparkles. J'ai fait du savon pendant des mois, Nathalie, tu dis, et puis j'ai arrêté, j'avais fait le tour. Ouais, mais je comprends, moi j'ai fait ça avec les bougies, mais j'ai vraiment envie de m'y remettre les bougies pour le coup. J'ai fait du savon, en ce moment c'est Koso Kéfir et Sheang, j'adore. J'ai déjà fait des saisons bouteilles sensorielles, j'adore. J'ai commandé plein de trucs pour faire des décos de Noël et mis 12 000 tutos en favori. Je comprends si fort, Falex. Quand on se lance dans un truc, il faut les meilleurs produits possibles. Je suis totalement d'accord. Est-ce que j'ai le lien? Yerushalayim, tu veux le lien de quoi? Je te donne tous les liens, mais il faut que tu me dises de quoi, parce que j'ai parlé de 14 trucs. Je suis passionnée par tout ce qui touche les animaux, insectes, etc. Et je suis monteuse vidéo. Bah, j'espère que du coup, tu montes des vidéos d'insectes et d'animaux. J'espère que ça t'intéresse. Les bracelets de perles. Mais oui, ça aussi, c'est trop chouette. Des activités qui durent le temps d'acheter le matos. C'est vrai que parfois, ça arrive. On devient spécialiste sur plein de domaines et on fait peur. Moi, je trouve que du coup, maintenant, je m'entoure de personnes TDAH, donc je trouve ça plutôt très positif. Mais c'est vrai que si on n'est pas entouré de personnes TDAH, il y a des personnes à qui ça peut faire peur. Je sais pas trop pourquoi, mais oui. Coucou Mirette. Alors, une de mes anciennes hyperfixations, le journaling. Mon salon croulait sous le matériel créatif. Bah, Salima, je comprends totalement. J'ai pas encore fait ça, mais j'ai vu passer pas mal de personnes TDAH qui faisaient ça. Je me trouve pas créative, mais mon entourage est impressionné par mes créations. Oui, ça peut être ça, tu vois, ou du coup, toi, tu trouves que c'est normal parce que c'est ta façon de penser, mais comme c'est pas du tout la façon de penser des autres personnes, bah du coup, les autres personnes vont dire oh là là, c'est fou, c'est hyper créatif et original, et toi t'es en mode ah bon, bah ok. Tant mieux, en vrai, tant mieux pour une fois qu'on a un truc qui va pas nous faire juger par les autres personnes et maltraiter, tant mieux. Hein. Catastrophe, tu dessines des tatouages pendant 2-3 mois, je vais en dessiner, c'est trop bien. Et après, je vais plus toucher un crayon le reste de l'année. La base. Tes collègues d'Élise te disent souvent que t'es très créative. Bah voilà, ça peut être ça. Pas du tout, je bosse dans une télé spécialisée de hockey sur glace. Ah, mais ça fait pas beaucoup d'animaux, du coup. Et ça fait pas beaucoup d'insectes non plus. Coucou Nico. Je suis prof, ça aide d'être créatif, totalement. C'est plutôt positif pour le boulot, ça c'est vrai. Valoriser pour ma pensée différente, bah tant mieux. Les potions magiques, je t'enverrai. Mais en fait, j'ai plein de liens différents. Tu peux m'envoyer un MP Yerushalayim et je te le mettrai. J'ai trouvé des vidéos tuto YouTube. Je t'enverrai les tutos YouTube qui sont du coup comment faire simplement les potions magiques. Tu m'envoies un MP sur ici sur TikTok et je t'enverrai les liens. Parce que du coup, je les ai sauvés. Je me suis dit, je les sauve, je les re-regarderai jamais me connaissant, mais c'est pas grave, je les ai sauvés au cas où. Donc du coup, je peux te les donner. Passion, dessin et plante. Clairement, passion plante ici. Dessin non, mais passion plante clairement. Je suis vitrailliste, mais c'est trop bien, Mirette. Franchement, j'aime trop ça. Je trouve ça ouf, les vitraux. Moi, je pense que j'aurais peur de me faire mal ou de casser un truc qui est fragile parce que je suis maladroit, mais je trouve ça fascinant, le vitrail. Je trouve ça incroyable. J'ai retrouvé en 4 jours un ami perdu de vue par un pote depuis 20 ans. Bah voilà, ça peut être intéressant pour quand tu fais un hyperfocus. Je fais une liste pour les bougies dans mon panier AliExpress, j'adore. Je récupère un peu vos commentaires. Les bijoux en fimo, évidemment. Et ben bravo pour ton vélo du coup Sally. Mes enfants, Pandarox dit mes enfants adorent quand on fait des cartes d'invitation personnalisées. Bah ça par exemple aussi. C'est bien parce que moi c'est ce que je fais souvent, j'essaie d'utiliser ma créativité et le fait que ça m'emmerde de faire des cadeaux nuls ou de faire des choses nulles pour en faire des trucs sympas. Genre je vais faire une carte spéciale personnalisée pour les cadeaux ou comme je suis en train de faire des bougies, je vais offrir des bougies aux gens autour de moi pour Noël. Ce genre de trucs. Oui, tu peux me MP extraordinaire. Pas de souci. Meubles en carton, tricot, beaucoup de choses commencées, jamais fini. Pareil. D'ailleurs, j'ai une feuille Montserrat en vitrail qui est pas là parce que j'avais une personne que je suivais, enfin que je suis toujours, qui faisait des vitraux et trop belle. Enfin, vraiment, les œuvres sont vraiment trop belles. Et j'avais commandé une feuille de Montserrat qui est du coup dans ma cuisine, qui n'est pas là. Parce qu'avec le soleil, ça passe et ça reflète et c'est trop beau. Et oui, j'aime trop le vert, j'aime vraiment trop le vert. Coucou Hello. Bah, j'avais fait du soufflage de verre l'année dernière pour mon anniversaire. C'est dommage que ça saoule ton entourage, je t'envoie tout mon soutien. Ma passion, faire des projets et pas les réaliser, mais c'est ce que je disais. Hein. Merci Rose pour le petit cadeau. Pour le grand cadeau, pour le grand cœur. Je pense à toi quand je dois boire, bah tant mieux.
Oui, j'ai vu que tu m'avais tagué. Oui, c'est bon, regardez, je bois. Ok, donc, je continue. L'hyperfocus, j'en ai parlé. Le fait qu'on est spontané. Donc le fait qu'on est spontané, c'est quelque chose qui est positif, qui peut être négatif dans le sens où on va généralement faire des choses par hyperactivité et par impulsion, c'est le côté impulsivité, et où du coup ça peut parfois mener à ce qu'on dise ou qu'on fasse des choses qu'on va regretter plus tard, parce qu'on agit et on parle avant de réfléchir. Mais par contre, le côté positif de cette impulsivité, c'est qu'on est aussi spontané, et que cette spontanéité, ça veut dire que globalement, la plupart des moments où on va faire des choses parce que sur le coup, on a eu l'impulsion, on a eu l'impulsivité, et on va pas s'être pris la tête 3 heures avant. Ça nous empêche pas de faire les deux. Moi, j'ai de l'impulsivité, il y a des moments où je me prends la tête 3 heures avant, et il y a des moments où je pars en impulsivité, et c'est pas moi qui contrôle, ok? Mais, de fait, on est des personnes en général très spontanées, et là, par exemple, moi, j'ai du mal à sortir en ce moment parce que j'ai pas beaucoup d'énergie. Hier, on est sorti pour aller faire un truc, on voulait acheter une chemise avec mon partenaire, et on s'est retrouvé finalement, par impulsion, à faire plein d'autres choses, parce que pendant qu'on était dehors, du coup, spontanément, on s'est dit, ah bah alors on va faire ça, et puis on va en profiter pour faire ça, et puis du coup, on est allé voir les séances du cinéma à côté, où ça fait 6 mois, 1 an qu'on se dit, on aimerait bien aller au cinéma, et du coup, là, après le live, on va aller au cinéma. Enfin bref, ça, c'est le côté spontanéité, qui est le côté positif de l'impulsivité. Encore une fois, tous ces points positifs dont je parle, ils peuvent être positifs, ils peuvent ne pas l'être, et même s'ils sont positifs, ils peuvent ne pas compenser les points négatifs. Merci Catastrophe pour toutes les patates. Et moi, c'est les traits positifs, c'est des traits que j'arrive à avoir et dont j'arrive à profiter maintenant, que je vais mieux dans ma vie, que j'ai mon traitement TDAH, que j'ai ma thérapie, que j'ai ma routine et que globalement ça va mieux dans ma vie. Avant, les choses positives comme ça, moi j'en voyais pas des choses positives et ça me ruinait la vie, etc. Donc je rappelle, merci Léa pour les empreintes de dinosaures, je rappelle que quand je parle de choses positives, oh il y a plein d'empreintes de dinosaures, merci Léa, et merci, j'ai pas vu ton nom pour la rose, merci vraiment beaucoup, il y a plein d'empreintes, merci Léa. T'as failli commander la poudre Mika pour les potions magiques. Bah voilà, moi c'est ça que je vais commander en janvier, Salima. Merci Miu pour tous les dinosaures. Et trop cool, et ça me fait plaisir que mes vidéos y t'aident. Oui, bien sûr que j'ai vu le show Netflix de soufflage de verre. Le Glow Up, évidemment. Non, c'est pas Glow Up que ça s'appelait ? Non, Glow Up c'était le truc avec le maquillage. Bref, oui, j'ai vu le show avec le soufflage de verre. Bien sûr que j'ai vu ça. Donc voilà. Pou. Ensuite, la spontanéité, j'en ai parlé. Ensuite, l'empathie. Donc, l'empathie, c'est quelque chose... Merci Max Farkle pour les roses. En tout cas, tes vidéos nous font beaucoup de bien. Bah, merci Mio, ça me fait très plaisir. Et merci Max Farkle pour toutes tes roses. Ça me fait vraiment très plaisir. Et merci Salima pour les empreintes. Qu'est-ce que tu dis ? Créativité, c'est moi qui ai réalisé toutes les cartes d'invitation des mariages de ma famille. Bah voilà, Salima, ça c'est un très bon exemple. Et merci pour toutes les empreintes et tous les cadeaux, ça me fait vraiment très plaisir. C'est vraiment un très bon exemple. On a cette créativité-là et on va faire les cartes d'invitation, par exemple, que toi t'as fait pour les mariages, ce qui nous va en plus nous faire plaisir et ce qui va donner un résultat incroyable. Merci pour les 32 empreintes. Je suis gâtée, vous me gâtez. Merci beaucoup. Le maquillage pour le cinéma, oui, ben j'avais vu le show Netflix aussi qui faisait le maquillage qui était trop beau. Bref, donc l'empathie, je trouve que c'est quelque chose de très positif. Le problème avec l'empathie, donc c'est lié aussi avec la dysrégulation émotionnelle, hein. C'est-à-dire que normalement l'empathie c'est la capacité à se mettre à la place d'autrui. Ok, ça veut dire que tu vas voir une personne à qui il va arriver quelque chose et tu vas être capable de ressentir ou de comprendre l'émotion que la personne elle ressent parce que tu vas te mettre à sa place et tu vas te dire moi je me sentirais effectivement mal si ça m'arrivait aussi. Du genre il y a quelqu'un qui se fait humilier en public, c'est insupportable parce que moi quand la personne se fait humilier en public, je me fais humilier avec la personne. Pour tout vous dire, j'ai du mal à aller aux pièces de théâtre et c'est pour ça que je préfère aller au cinéma. Je ne peux pas profiter des pièces de théâtre parce que j'ai trop peur que les personnes... alors, je sais que c'est des professionnels, hein, je sais que c'est leur métier, je sais qu'ils savent comment réagir dans ces moments-là, mais moi, quand je regarde une pièce de théâtre, j'ai qu'une peur, c'est que la personne bafouille, c'est que la personne oublie son texte, c'est que la personne tombe, c'est que je me rende compte qu'il y a quelque chose qui marche pas comme ça devrait marcher, et pire encore, que d'autres personnes dans le public et dans l'audience se rendent compte que ça marche pas comme ça devrait marcher. Et du coup, je passe toute la représentation à être en angoisse totale au lieu de profiter de ce qui est en train de se voir. Merci Hello pour le dinosaure. Et du coup, je ne me mets pas du tout dans l'univers du théâtre parce que j'ai cette conscience aiguë que la personne en face de moi est une personne et que moi si j'étais à sa place et que je me trompais, ça serait une humiliation publique et ça serait très dur à vivre pour moi. Bref, du coup l'empathie c'est bien, sauf que comme on a la dysrégulation émotionnelle, ça a des extrêmes qui vont faire que ça va nous faire agir d'une certaine manière, ça va nous bloquer dans certaines autres, etc. Le côté positif de l'empathie, c'est qu'effectivement on se met très souvent facilement à la place d'autrui et on essaye de faire en sorte que ça aille mieux pour les gens. On est en général des personnes très généreuses, etc.
On va pouvoir faire des choses et trouver de l'énergie pour faire des choses pour autrui alors qu'on n'arrive pas à le faire pour nous. Par exemple, rappeler à nos amis de s'hydrater alors que nous-mêmes on oublie de s'hydrater, rappeler à nos amis de prendre ces médicaments, prendre les rendez-vous médicaux pour nos amis alors qu'on n'arrive pas à prendre les rendez-vous médicaux pour nous. Ce qui est positif parce que moi, avec mon partenaire, on fait un échange de bons procédés où je prends ses rendez-vous médicaux, il prend mes rendez-vous médicaux, je cherche ses affaires, il cherche mes affaires. Et du coup, c'est beaucoup plus efficace que si on essayait de prendre nos rendez-vous nous-mêmes parce que ça marche pas, alors qu'on a plus d'énergie pour prendre les rendez-vous d'autrui. Donc ça, c'est le côté positif. Le côté négatif de l'empathie et du fait qu'on est très intéressé à autrui et qu'on essaye de faire en sorte que les autres aillent bien, c'est que on peut aller à l'encontre de nos limites et aller à l'encontre de notre bien-être pour essayer de satisfaire autrui. Surtout dans un monde dans lequel nous, on est en général très honnête parce que c'est difficile de mentir quand t'as pas une bonne mémoire, c'est difficile de mentir quand t'es spontané et quand t'as de l'impulsivité et que du coup tu parles avant de réfléchir. C'est très difficile de faire tout ça. Donc en général, on est honnête, on est brutalement honnête, c'est même en général ça qu'on nous reproche. On parle beaucoup et au bout d'un moment, on va finir par confier l'histoire de notre vie à quelqu'un qui nous a juste demandé est-ce que t'es sûr que tu veux un cracker au fromage dans une soirée et la pauvre personne, on lui a tenu la jambe pendant 1 heure et on a fini par lui dire toutes les choses les plus sordides du monde sur notre vie parce que juste c'est sorti et que bah c'est normal, c'est l'histoire de ma vie, enfin genre il y a rien de grave, que la personne te regarde en mode OK, genre on ne se connaît pas, très bien. Donc on est en général très honnête et ça peut se retourner contre nous dans le sens où on peut avoir notamment des personnes qui profitent de nous et on peut aussi avoir des personnes qui du coup nous font aller contre nos limites en nous disant mais regarde ce que tu fais, ça me rend malheureux, toi qui poses une limite, ça me rend malheureux. Et du coup tu vas dire ah mais du coup je devrais pas poser ma limite, surtout que on a été éduqué dans un monde où quand on disait moi ça me fait mal ou ça me va pas ou si je fais des efforts mais j'y arrive pas, tout le monde nous disait bah non c'est pas ça qui se passe, en fait tu fais pas d'efforts parce que si tu faisais des efforts t'y arriverais et toi t'es en mode bah non je fais des efforts, je suis en train de faire des efforts et le monde te dit non tu fais pas d'efforts. Donc on t'a appris toute ta vie à pas écouter, à pas te faire confiance, à pas te croire et quand tu grandis comme ça, bah au bout d'un moment quand t'es dans une relation où la personne dit bah non ta limite en fait c'est pas une limite, elle me fait mal et t'es une personne égoïste, tu vas dire ah merde bah du coup je veux pas être une personne égoïste, je veux pas être vue comme une personne égoïste, donc tu vas envoyer valider toutes tes limites, toutes les choses qui te protègent toi, toute ton énergie pour une autre personne. Ce qui fait que ça peut toi te mener à un burn-out, ça peut te mener à des situations de vulnérabilité extrême et à énormément de blessures. Donc l'empathie c'est effectivement un point positif, c'est aussi un point négatif dans le sens où si, comme on est très vulnérable en raison de cette empathie, si on n'arrive pas à se protéger, et moi, je n'arrive pas à me protéger. Hein. Même ça va mieux dans ma vie et je vais commencer une thérapie par rapport à mes traumas, mais c'est pas réglé pour le moment. Et moi, je suis pas en capacité aujourd'hui de protéger. Merci Catastrophe pour les dinosaures. De protéger ma vulnérabilité. C'est-à-dire que cette honnêteté, cette impulsivité, cette empathie font que quand je suis en relation avec quelqu'un, je suis en danger et je ne suis pas en capacité de me protéger moi-même. Si la personne en face, même si je sais rationnellement que c'est pas ok qu'une personne me traite mal, c'est très dur pour moi de mettre un stop ou de respecter ma limite parce que j'ai toujours quelque chose dans ma tête où si la personne en face me dit ah je suis désolée, je vais me dire ah mais oui mais peut-être que j'ai mal interprété, c'est une personne bien, elle a ses raisons etc. Alors que en fait tout le monde a ses raisons et tout le monde a ses raisons. En fait les gens font des choses pour une raison, même si la chose elle est horrible et que c'est quelque chose qui vous fait du mal, la personne elle a ses raisons. Donc en fait le fait de se dire la personne elle a ses raisons, c'est pas censé vous faire aller au-delà de vos limites. Le principe d'une limite c'est qu'elle est, quelle que soit l'intention, l'impact est tel que ma limite a été dépassée et donc pour que ma limite ne soit plus dépassée, je prends des mesures. Mais peu importe que la personne a ses raisons. Évidemment que la personne elle a des raisons. Tout le monde a ses raisons. C'est des raisons avec lesquelles tu n'es pas forcément d'accord. C'est une logique qui n'est pas forcément ta logique, mais tout le monde a ses raisons. C'est des raisons que ces personnes-là n'ont conscience ou pas. Ça se trouve, c'est des personnes qui n'ont pas conscience de pourquoi elles font ça. Ou c'est des personnes qui sont pas logiques ou qui sont logiques, peu importe. Mais tout le monde a ses raisons. Et moi, mon problème, c'est que quand j'ai une limite et que je me dis, si jamais, par exemple, tu me traites mal, je veux plus être en relation avec toi, la personne elle va me traiter mal, puis après elle va me voir, elle va me dire non mais en fait, en vrai, c'est pas que je t'ai traité mal, j'ai aucun problème avec toi. Genre j'ai eu ce problème là moi l'année dernière où quelqu'un m'avait dit ouais cette personne te déteste, elle te critique derrière ton dos et elle dit des choses horribles sur toi. Et après j'étais allée voir la personne en lui disant bah je comprends pas, je croyais qu'on était amis. La personne m'a dit bah oui on est amis. Et il a fallu que les gens m'envoient littéralement des screenshots, merci Catastrophe pour la patate, des screenshots de ce que cette personne avait dit derrière mon dos pour que je les croie. Et même en voyant les screenshots, j'arrivais pas à réconcilier dans mon esprit le fait que la personne pouvait me dire face à moi, non mais t'es mon ami, alors que j'avais littéralement sous les yeux le fait qu'elle avait dit des choses horribles sur moi dans mon dos. Une personne en face qui admet ce qu'elle a fait, j'ai pas de souci à couper les ponts et à faire respecter mes limites. Mais si la personne en face, elle me dit « Mais non, c'est pas vrai, je t'aime beaucoup, te laisse pas retourner par les gens, etc. » C'est hyper dur pour moi. C'est hyper dur parce que ça va
à cause de l'empathie, ça va aller contre ma rationalité. Mon empathie pour les autres peut aller contre ma rationalité. Là où mes émotions pour moi-même ne va pas contre ma rationalité, mon empathie pour autrui et le fait que j'essaye de me mettre à la place des autres et de me dire, oh, mais ça se trouve, c'est une personne qui m'a comprise, ça se trouve, c'est une personne qui est traumatisée, ça se trouve, c'est une personne qui a plein de raisons pour faire ce qu'elle va faire et je vais aller contre mes limites. Donc voilà, l'empathie, c'est très positif. Si c'est pour des personnes de confiance, c'est hyper positif. Moi, avec mon partenaire qui est une personne de confiance, l'empathie qu'on ressent l'un envers l'autre, c'est génial, c'est que du positif. Mais envers d'autres personnes, c'est compliqué. Donc voilà, je récupère vos commentaires et après je continue. 32 gorgées, ah non, j'ai plus d'eau si je bois 32 gorgées et après il faudra que j'aille aux toilettes. Il est 12h25, j'ai encore 1 heure à tenir sans aller aux toilettes. Pandarox, tu dis l'empathie me tue parfois de mon travail, on abuse et je me rends compte que lorsque je suis épuisée. Bah voilà, moi c'est pareil, c'est exactement ça dont je parlais. J'aimerais tellement faire de la menuiserie et travailler le bois. Moi aussi, ça fait partie de mes grandes envies depuis que je suis enfant, de faire de la menuiserie, de travailler le bois. Mais par contre, il faut de l'espace. Et ça fait partie, c'est comme le verre, ça fait partie des choses où je me dis, quand j'aurai de l'argent, quand je serai grand, et que j'aurai de l'argent ou de l'énergie, j'aimerais bien faire ça, travailler le verre, travailler le bois. Mais là, pour l'instant, j'en suis au niveau appartement, j'en suis au niveau bougie, tricot, j'en suis à ce niveau-là. Le savon, ce genre de choses. Alors, je récupère vos commentaires. Coucou. On est aussi beaucoup plus facilement la cible de mauvaises personnes, effectivement. C'est pour ça que les études montrent que, surtout les personnes TDAH et surtout les femmes, on est beaucoup plus à risque d'être dans des relations abusives. Effectivement. On engueule nos amis parce qu'ils prennent pas soin d'eux, mais nous-mêmes, on fait pas ça pour nous-mêmes. Oui, c'est exactement ça. L'empathie, mais moi aussi, Salima, l'empathie qui me faisait laisser mon portable en son et qui disait aux gens tu peux m'appeler n'importe quand dans la nuit, et où effectivement quand les gens m'appelaient dans la nuit je restais à les soutenir pendant des heures au téléphone parce que moi c'est ça ma vision d'amitié. Et puis après j'ai eu des expériences et je me suis rendu compte que j'ai pas la même vision d'amitié que les autres et qu'en fait les gens ça leur pose aucun problème de demander ça de toi et de pas faire du tout la même chose. C'est-à-dire que moi j'ai une vision d'amitié qui est très dans la réciprocité, je le verbalise, je dis aux gens ceci est ma version de l'amitié. Est-ce que tu es OK pour avoir cette réciprocité dans notre engagement mutuel ? Les gens me disent oui. Les gens font appel à moi. Moi, parce que j'ai trop d'empathie, je ne fais pas appel à eux, jusqu'au moment où j'en ai vraiment besoin et je ne peux pas gérer seul. Et au moment où j'en ai vraiment besoin et je peux pas gérer seul, je viens les voir et les gens me disent mais en fait non. En fait non, moi t'es mon ami, mais non, je vais pas être là pour toi. Je vais pas faire cet effort-là parce qu'en fait j'ai d'autres choses à faire, j'ai d'autres priorités dans la vie et en vrai non, démerde-toi. Mais on est amis. Non, c'est pas ça ma définition de l'amitié et tu m'avais pas dit que c'était ça ta définition de l'amitié et j'aimerais bien que les gens soient honnêtes sur leur définition de l'amitié parce que ça me crée beaucoup d'angoisse et de problèmes dans ma vie parce que les gens disent oui je serai là pour toi, tu es là pour eux, donc tu dis ok on a la même définition de être là pour toi, tu m'appelles à 3h du matin, je te réponds et je te remonte le moral pendant 3 heures, je t'accueille chez moi quand t'as pas d'endroit où dormir, je suis là pour tous tes déménagements, je suis là pour toutes tes ruptures, ok, ça s'appelle là être là pour toi. Par contre moi, le jour où j'ai besoin de toi, t'es plus là. Le jour où j'ai besoin de toi, t'as plein d'excuses qui te disent que ah non mais j'ai autre chose à faire. Donc en fait ça marche que dans un sens. Et les gens ça leur pose aucun problème que ça marche que dans un sens. Moi ça me rend mais c'est incroyable. Mais après il y a toute la notion d'injustice et tout dont on parlera après. Mais voilà. Hyper empathique, c'est très dur pour moi. Bah pareil Yerushalayim, c'est hyper dur pour moi. Ça me fait mettre en pause quand une personne quand une personne se va se faire humilier. Mais moi je passe ces moments-là. Les moments où il y a des humiliations publiques, qu'elles soient présentées comme drôles ou pas, c'est des moments que je pose, même que je passe. Je passe en +10 dans les séries. Ou alors quand je regarde avec mon partenaire, littéralement j'ai regardé une série qui s'appelle Crazy Ex-Girlfriend, qui m'a été recommandée par une personne en qui je faisais confiance. Donc malgré le fait que c'était très gênant dans littéralement toutes les premières saisons, je voulais regarder quand même. Et en gros, j'ai passé toute la série à être comme ça. Ma photo de profil, la photo que vous voyez là, c'est la tête que je faisais en regardant cette série, où j'étais juste littéralement comme ça pendant toute la série, ou alors je me bouchais les oreilles pour pas entendre, parce que quand j'entends pas et que je ne fais que lire, c'est moins dur, ou alors je me cache les yeux comme ça je vois pas l'image et j'entends juste, et du coup en fait enlever un sens ça me permet de mieux gérer la situation. Mais globalement quand je vois quelqu'un qui se fait humilier ou ce genre de choses, toutes les premières saisons jusqu'au dernier épisode, oui c'est exactement ça, globalement quand il se passe quelque chose dans une humiliation ou une personne où c'est gênant, je dois passer, c'est horrible pour moi à vivre. J'ai longtemps été exécutive assistante et je suis convaincue que j'ai besoin d'une assistante, clairement. Du coup, les autres trouvent ça bizarre de voir ce type de détails qu'ils trouvent inutiles. Oui, moi, ça... Mon TSA fait que je peux pas parler et mon TDAH fait que je parle trop, le grand écart. Moi, c'est un peu pareil. Après, tu peux être TDAH et pas trop parler, notamment si t'es à prédominance
Trouble de l'attention, mais coucou Josie, et c'est tant mieux. Est-ce que c'est de l'empathie ou du besoin d'être aimé? Je pense, enfin, moi, je sais distinguer les deux. Après, je pense que peut-être qu'il y a des gens qui savent pas distinguer les deux. Mais oui, moi, j'arrive très bien à distinguer l'empathie du besoin d'être validé. Mais oui, on peut aussi beaucoup avoir ça. Le besoin d'être validé parce que justement, le besoin d'être aimé ou validé parce qu'on a été tellement discriminé dans notre vie, ça peut faire partie des traumas qu'on a développés, oui. Moi, c'est pas mon cas, mais ça peut effectivement faire partie de ça. Bonne journée, Clara. La trahison est tellement dure pour nous à accepter. Oui, c'est hyper dur la trahison, ça c'est très clair. Mais ça va avec l'injustice et tout, hein, de toute façon. Alors, poupou, attendez, je récupère les commentaires. Ça, j'ai vu. Je me reconnais tellement là-dedans. Tu dis catastrophe, je cherche des excuses aux autres et je prends sur moi. Mais c'est pareil. Alors que toi, t'as aucune excuse pour toi-même. Tu trouves que t'es inexcusable. Le moindre petit truc que tu fais, typiquement, ce qu'on disait plus tôt dans les commentaires, quelqu'un qui disait, j'ai fait une remarque, la personne m'a dit qu'elle m'en voulait pas, mais moi, je continue à m'en vouloir. C'est ça. On est intransigeant pour nous-mêmes et on trouve 1500 excuses pour les autres personnes. J'ai toujours tendance à trouver des raisons à la méchanceté et à pardonner. Bah, c'est pareil, Lizini. C'est pour ça que moi, j'ai arrêté. Maintenant, j'essaye fortement de me dire, tout le monde a ses raisons. Du coup, en fait, à partir du moment où il y a quelque chose qui est une limite qui est dépassée, peu importe tes raisons. Ma limite a été dépassée et je m'arrête là. C'est hyper dur. C'est hyper dur. Je n'y arrive pas encore. Mais c'est ma décision. C'est ma bonne résolution. J'ai pas encore réussi. Mais c'est ma bonne résolution. Il y a 3 jours, j'ai réalisé que pendant 8 ans, j'ai été la dinde d'une présidente d'assaut. Bah, plein de soutien, Mirette. C'est hyper dur. L'empathie mélangée au sans filtre, c'est dur aussi. Oui. C'est hyper dur aussi. Trop bien, 1, 2, 3, 4 pour ton travail dans la menuiserie. C'est trop chouette. Et oui, on peut aussi garder, se retrouver dans des relations toxiques et rester dans des relations toxiques en raison de ça, effectivement, parce que la personne, pendant la phase de lune de miel, donc les cercles d'abus, je rappelle, c'est la phase de lune de miel où la personne, statistiquement, un mec va, parce qu'on statistiquement les couples hétéros, etc., le mec va offrir des roses, t'inviter au restaurant, te dire que t'es la femme de ta vie, faire le ménage pour la première fois, etc. Et après le cercle d'abus, et à la fin du cercle d'abus, il vient avec un bouquet en pleurant, en te disant que c'est une personne horrible, que tu le mérites pas, que tu serais bien mieux sans lui, etc. Et toi, tu dis, c'est pour ça que l'abus, ça marche, hein, même sur des personnes qui sont pas TDAH. Et du coup, pendant la phase de lune de miel, tu te dis, ah mais en fait, c'est une personne qui est gentille et qui est juste traumatisée, et il faut que je prenne sur moi pour que j'arrive à l'aider et le soigner. Et en fait, non, c'est non. Mais du coup, tu restes. Et quand on est TDAH, on est encore à plus à risque de ça. Donc voilà. J'ai voulu aider quelqu'un malgré sa volonté de rester tranquille et mes paroles ont été déformées. Ah oui, alors ça c'est hyper dur avec l'honnêteté, l'impulsivité, de pas donner des conseils non sollicités. Mais c'est hyper important. Moi, ça fait partie des choses que maintenant je formule en disant aux gens, qu'est-ce que tu attends de moi? Est-ce que tu veux des conseils? Est-ce que tu veux du soutien? Est-ce que tu veux de l'écoute? Parce que avant de mettre ça en place, je donnais par principe, quelqu'un m'exposait un problème, j'essayais de régler son problème. Et en fait, la personne le prenait très mal. Et maintenant, je pose la question. Voilà. Alors, attendez. J'ai perdu les commentaires. Poupou, ça y est, j'en suis là. Non, d'abord, tu fais des études de psy et tu nous prends tous en consulte. Oui, non, mais oui, sur ma liste de... Bien sûr, vous en faites pas. Catastrophe, c'est la vraie liste. La menuiserie et le verre, c'est pour dans plus tard. Je veux tester la gravure à l'eau forte, mais il faut du matériel. Oui, non, mais clairement. J'ai 0 filtre. Oui, le fait de pas avoir de filtre, évidemment, ça peut énormément porter préjudice. Je récupère vos commentaires parce que du coup j'en ai perdu quelques-uns. Et moi aussi, pareil, Pandarox, les amitiés là j'ai arrêté pour un temps indéterminé. On est toujours les dindons de la farce, oui. Et quand t'as besoin, il y a personne, c'est exactement ça. Quand j'arrête de parler aux gens, je reste seule et on me retrouve bizarre. Oui, ça c'est un peu compliqué de repartir au... Être Sam à toutes les soirées. Mais ça, c'est un... Je sais pas que je me suis pas mis du stylo. Est-ce que je me suis mis... Non, je me suis pas mis du stylo. Être Sam... Ça, c'est du stylo? Non, c'est pas du stylo. Ah, je crois que je me suis mis du stylo. Non, c'est bon. C'est pas du stylo. Si, je crois que je me suis mis un peu de stylo. C'est pas grave. C'est pas grave, mais ça va me perturber. Si, c'est du stylo. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Je décide que c'est pas grave. Je décide que je n'ai pas vu, je m'étais mis du stylo. Donc, Marie, tu dis, être Sam à toutes les soirées parce que les gens sont pas capables de s'occuper de moi comme moi. Oui, il y a ça aussi. Où t'es toujours, moi j'ai arrêté d'aller, une des raisons, au-delà du fait que j'étais surchargée, etc., une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté d'aller aux soirées quand j'étais plus jeune, ça m'intéressait pas, et 2, parce que les rares où j'étais allée, j'étais la seule personne responsable qui s'occupait des gens qui vomissaient, qui s'occupait de faire le ménage, qui s'occupait de nourrir tout le monde et de ranger tout le lendemain. Et au bout d'un moment, j'ai décidé que non, parce que personne l'a fait pour moi. Le jour où moi j'ai été malade, il y avait personne. Donc j'ai dit, bon, allez tous vous faire voir et au revoir. Emprunter
Empathie, Salima, j'ai prêté des milliers d'euros que je n'ai jamais récupérés. Alors oui, alors moi, je ne prête plus d'argent. Ma mère a eu ça et du coup, je ne reproduis pas les erreurs de ma maman. Ma maman a fait ses erreurs pour moi et du coup, elle m'a éduquée en me rappelant qu'on ne fait pas de prêt aux gens. Et si on fait un prêt aux gens, c'est devant notaire et c'est avec un contrat parce que du coup, tu peux attaquer en justice la personne, même si c'est ton partenaire, même si c'est ta maman, même si c'est ton enfant. Tu fais des contrats de prêt parce que si la personne, elle meurt, il y a rien qui prouve que tu lui as prêté de l'argent. Donc, imaginons, tu as un accident grave qui fait que la personne, elle meurt. Tu dois gérer le deuil de la personne et en même temps, imagine, tu lui as prêté 10 000 euros, et ben les 10 000 euros, tu les retrouves pas parce qu'il y a aucune preuve que tu lui as prêté. Donc faites des contrats devant notaire et si une personne qui te demande l'argent te dit ah bah non, on est potes, on va pas amener un notaire, bah d'accord, mais du coup je te prête pas. Si on est potes, du coup, bah on fait un contrat parce que ça c'est juste protecteur. Mais si tu comptes rembourser sans souci, c'est pas un souci d'avoir un contrat. Le contrat c'est dangereux que si tu comptes pas rembourser. Et du coup, si je prête de l'argent, c'est forcément de l'argent que je ne m'attends pas à récupérer et dont j'ai pas besoin. Donc du coup, je prête pas d'argent parce que j'ai pas d'argent. Sinon. Ma maman m'a dit tu fais toujours un contrat et effectivement maintenant les fois où des gens m'ont parlé d'argent j'ai dit bah on va faire un contrat et les gens m'ont dit ah bah non on va pas faire de contrat on est amis bah j'ai dit bah du coup tant pis je te prête pas d'argent parce que les contrats ils sont là pour protéger la personne. Imagine tu meurs demain, comment je les récupère mon argent? Ouais je vais pas mourir, d'accord, mais en attendant je récupère comment mon argent si toi tu peux pas rembourser pour une raison X ou Y. Donc voilà, ce que tu vis me renvoie vers ma rupture alors je mets de la distance avec toi. Génial. Donc voilà, ma maman a fait ça et Salima, tu as fait ça et on est beaucoup à avoir fait ça. Et si ça peut vous aider, l'étape du contrat, ça peut beaucoup aider. S'il y a des gens qui vous parlent d'emprunter de l'argent, dites-leur, il n'y a pas de souci, mais du coup, on fait un contrat devant notaire. Si les gens vous disent non, c'est que c'est pas des gens qui vous auraient remboursé de toute façon. Parce que si les gens n'ont pas la décence de se dire un contrat, c'est comme un mariage. Un mariage, c'est un contrat. Oui, on va pas faire de prénuptial. Ok, le jour où vous divorcez, il se passe quoi? Ah oui, mais non, mais on s'aime. Oui, d'accord. 50% des mariages finissent en divorce. Si t'as 50% de risque que ça soit le cas pour toi, prévois. Au pire des cas, ça se passe pas, mais prévois pour au cas où. Exactement pareil avec le prêt d'argent. Donc voilà. Oui, j'ai déjà pleuré de toutes les émotions. Donc, pleurer de gêne, ça m'est aussi arrivé. Ouh, merci Salima pour toutes les empreintes. Alors, merci pour tout. Les moments gênants, tu passes aussi. Bah oui, Iris, pareil. Alors, merci Messorem pour le petit dinosaure. Faites signer une reconnaissance de dette, même sans notaire, signé, daté, ça peut faire foi. Oui. Oui, même sans notaire, vous pouvez faire une reconnaissance de dette où vous êtes deux à signer, dater, etc. Et après, vous les scannez pour au cas où vous faites en 2 versions, vous les scannez, vous les envoyez par mail, vous mettez dans votre cloud, dans votre drive, comme ça se perd pas. Oui, vous n'êtes pas obligé de passer par notaire, effectivement. Vous pouvez faire une reconnaissance de dette signée avec date, les 2 signes, et vous le gardez dans un endroit, donc avec une photo sur un drive, parce qu'on est TDAH, si vous gardez un papier, le papier va disparaître. Alors... Iris, tu dis pardonner à tout le monde et dès la première chose discutable que je fais, me dire que c'est impardonnable. Bah, pareil. Pareil. Admettre qu'il y a des personnes qui ont des mauvaises intentions. Mais en fait, le truc, c'est que je vais vous dire quelque chose avec lequel qui m'aide dans la vie, mais qui va être très dur à entendre. Donc, si ça vous aide pas, vous la gardez pas, ok? Je dis pas que c'est la vérité dans le monde. Si ça vous parle, gardez-le. Dans le monde, il y a très peu de personnes qui sont méchantes. Il y a très peu de personnes qui, volontairement, vont vouloir faire du mal à autrui. Par contre, il y a une grande majorité de personnes qui sont égoïstes, égocentrées, qui s'occupent d'eux-mêmes, qui n'ont aucune conscience de comment eux ils fonctionnent et de quoi ils ont besoin, et qui ne se posent pas assez de questions sur ce qu'ils disent et ce qu'ils font. La plupart des personnes qui vont vous faire du mal, c'est des personnes qui ont des très bonnes intentions et qui n'ont pas voulu faire du mal. Et c'est ceux qui vont faire le plus mal. Parce que c'est de ces personnes-là desquelles vous allez pas vous y attendre. Parce que cette espèce de truc que vous allez entendre tout le temps. Mais oui, mais cette personne, elle est gentille. Oui. C'est pas pour ça qu'elle va pas faire de la merde. Mais on va dire, mais oui, mais ses intentions, elles étaient bonnes. Vous savez l'expression qui dit l'enfer est pavé de bonnes intentions. En fait, c'est pas important d'avoir des bonnes intentions. Il y a un moment, alors c'est important pour plein de trucs, mais il y a un moment quand on parle d'une certaine gravité des actes. Voilà, l'enfer est pavé de bonnes intentions. À partir du moment où on parle d'une certaine gravité d'actes, et notamment aller contre nos limites qu'on a nous-mêmes établies et qu'on a communiquées avec les autres personnes comme étant notre limite, les bonnes intentions, elles sont pas importantes. Tout le monde, la majorité des gens ont des bonnes intentions. Il y a très peu de gens qui sont méchants volontairement, qui sont dans le monde avec comme but de faire du mal aux autres personnes. Il y en a très peu. La plupart des gens qui vont faire du mal, c'est des gens qui sont très gentils.
C'est des gens qui sont très gentils, qui vont vous dire on est très amis, et tu vas lui dire du coup pourquoi t'es pas là pour moi. Ils vont dire ah mais cela c'est parce que j'ai pas le temps, mais vraiment je suis là pour toi si t'as besoin. Bah oui j'ai besoin que tu sois là. Ah oui mais là cette semaine je peux pas, j'ai d'autres choses à gérer. Mais je serai là la semaine prochaine. La semaine prochaine tu les relances, tu leur dis bah moi ça va toujours pas, je suis en PLS, je suis chez moi, je pleure tous les jours. Est-ce que tu peux venir m'aider? Ah ouais non mais c'est trop dur pour moi là. Non mais c'est trop dur. Franchement j'ai d'autres choses à gérer. Je suis désolée j'ai mon partiel, je peux pas. C'est pas des gens méchants. C'est des gens qui ont des très bonnes intentions. C'est des gens qui sont très gentils. Tu demandes à tous leurs potes, ils vont dire c'est des gens très gentils. Les fameux trucs où quand tu interviews les voisins des serial killers ou des gens qui ont battu leur femme et qui ont tué leur femme, mais c'était un très bon voisin, il était adorable. Oui, parce que la plupart des gens ne sont pas méchants. Donc le fait de se dire et d'essayer de comprendre la raison des gens en disant les gens ont des bonnes intentions, etc., ça n'empêche pas l'impact. Donc voilà, je récupère vos commentaires parce que du coup je parle beaucoup. Admettre qu'il y a des personnes, donc il y a effectivement des personnes qui ont des mauvaises intentions, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui ont des bonnes intentions ou qui pensent avoir des bonnes intentions et qui auront des conséquences désastreuses pour vous. Et peu importe la valeur morale et la valence morale de leurs intentions, peu importe que vous pensiez qu'au fond ils avaient des mauvaises intentions, même s'ils disent qu'ils ont des bonnes intentions, peu importe. Le résultat qui compte, c'est l'impact que ça a sur vous, les conséquences que ça a sur vous. C'est trop bien, petite panda, que ça t'ait changé la vie, les médicaments. Ça me fait trop plaisir. Allez, je récupère. Moi, je veux faire forge. Oh, moi aussi, je veux faire forge. Je vais apprendre à faire des couteaux et tout. Ça serait trop bien. Bien sûr que tu peux arriver à dire non et à faire respecter tes limites. C'est juste, ça se travaille en thérapie. Et le travail, c'est très dur aussi sans filtre, effectivement. Catastrophe, je prends aussi du recul avec mes amis ces derniers temps, besoin de m'isoler un peu. Mais moi, je pense que c'est pas une mauvaise chose de prendre du retrait de temps en temps, et ça dépend de ta vision de l'isolation, mais c'est comme les gens ils disent restez pas isolés, il faut avoir des personnes de confiance pour pas être isolé, parce que si les fois où tu tends la main aux personnes en disant en ce moment ça va pas trop et je sens que je m'isole, et la personne elle dit ah ok ou elle réagit pas, bah ça va juste enfoncer le plus dans la solitude. Et c'est ça aussi qui est dur, quand tu commences à être dans la pente où ça va pas, tu te renfermes parce que ça va pas, et du coup tu te dis mais là si je demande de l'aide aux gens et que les gens ferment la porte, ça va me faire sombrer encore plus vite. Donc t'essayes de gérer seul et tu dis ok, je vais revenir quand j'irai mieux, et là je gère seul. Parce que tu te dis si la personne elle me rejette, ça va être horrible. Alors, ça on parlait pour les sous, la reconnaissance de dette, merci Léa pour le rappel. Bonjour Isabelle. Pour d'autres infos, oui, j'ai plein de playlists et vous pouvez aller voir mon Patreon aussi. J'ai plein de playlists sur mon profil en haut des vidéos épinglées sur mon profil TikTok, et sinon sur mon profil TikTok, vous pouvez aussi voir mon Patreon et je marque tout ça. Donc voilà. Les impôts, oui. Poupoupou. Je me rends compte que je dis poupoupou, je m'en rendais pas compte que je disais ça. MDR, je le dis toutes les 3 secondes. Et avant, tu t'en rendais pas compte? Non, mais il y a plein de moments où je me rends pas compte. Alors, j'arrive pas à être rancunier, je pardonne trop facilement, même des choses aberrantes. Mais moi, j'ai la grande chance. Pour moi, c'est un trait positif. Tu vois, tu disais tout à l'heure que têtu, c'était un trait positif. Pour moi, c'est pas que je suis rancunière, mais c'est que je n'oublie pas les choses. Et il y a alors, c'est dur d'arriver à ce point-là, mais quand t'arrives à un point de non-retour avec moi, j'oublierai jamais. Jamais. Et c'est pas des notions de pardon. Je parle pas de je pardonnerai jamais, je parle pas de je haïs cette personne. Je parle du fait que quand t'atteins une certaine limite, je n'oublierai jamais. Et les gens disent ah mais c'est de la rancune. Je suis pas d'accord. Moi je trouve que juste tu sais qu'un jour t'as mis ta main sur les plaques électriques, ça t'a brûlé. Bah tu remettras plus la main dessus. C'est pas de la rancune. T'as pas de la rancune envers les plaques électriques. Juste tu sais que ça on le fait pas. Bah voilà, moi c'est pareil. Alors. J'ai zéro confiance en personne, même mon meilleur ami, il le sait. C'est hyper dur la confiance envers les gens. C'est hyper dur parce que comme on est très vulnérable, très empathique, etc., et qu'on a beaucoup de choses qui font que la société nous a dit qu'on était nuls et qu'on n'était pas assez et qu'on était trop, etc., c'est hyper dur de trouver des personnes de confiance. J'ai pas fait exprès, j'ai pas fait attention. Bah fais attention. Exactement, c'est pour ça que je dis ça peut être des très bonnes intentions. Hein. Ça peut être des très très bonnes intentions. Moi, je pensais à l'inverse, plus de méchants que de gentils. Après, ça dépend de votre définition, et encore une fois, si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Y a pas de souci. Mais moi, dans mon expérience, ce que j'ai rencontré, la plupart des gens qui m'ont fait du mal, c'est des personnes de qui tout le monde disait, mais c'est des gens très gentils. Et en vrai, je me rends compte que la plupart des gens, s'ils ont fait des choses, c'est pas qu'ils étaient méchants en soi, c'était pas qu'ils avaient expressément une volonté de me faire du mal à ce moment-là. C'est qu'ils avaient, je sais pas, c'était plus simple pour eux, c'était pour eux égoïstement se faire mieux voir, c'était pour avoir un meilleur statut social, c'était pour, etc., etc.
Mais enfin, je comprends la honte, Mirette, parce que moi, ça me fait la même chose. Mais c'est des gens qui abusent de nous, c'est pas notre faute. T'es victime d'abus et on a été victime d'abus et c'est pas de notre faute. Et c'est dur parce qu'on a l'impression qu'on s'est pas protégé, mais en vrai, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, Mirette. Et déjà, bah, tu t'en es rendu compte maintenant, et maintenant, tu te dis que tu reprends ton énergie pour toi, et mieux vaut tard que jamais. Du coup, voilà. Oui, on peut sortir de l'anxiété, Hello, t'inquiète pas. Ceux qui me blessent n'ont pas de mauvaises intentions, mais ça m'aide pas de le savoir. Exactement. Et après, tu dis, ah, mais du coup, je vais pas couper les ponts, je vais rester avec cette personne, parce que du coup, cette personne avait des bonnes intentions, etc. Coucou Voxovor, amour sur toi. M'en parler, ne rien attendre pour pas être déçu. Bah moi j'ai réduit mes attentes aussi. Alors après, quand j'irai en thérapie spécifique pour les traumas, je pourrais vous parler de comment renouer des relations en sachant que la plupart des personnes vont vous blesser. Mais là j'en suis pas là dans ma vie. Moi là j'en suis dans ma vie où je me protège. Donc je suis pas un gros rôle modèle de relations sociales en ce moment, mais je vous amènerai avec moi quand je ferai mon parcours de thérapie sur les traumas. Vous en faites pas. Merci Data pour les roses. Bah voilà, alors là c'est un bon exemple, Yerushalayim, du fait que le problème quand on s'isole aussi, c'est si ça arrive au point où on est trop isolé. Et où là c'est compliqué parce qu'on ne sait pas comment sortir de là et qu'on en est à un point où si on sort de l'isolement avec une mauvaise personne, ou on a peur que si on sort de l'isolement avec une mauvaise personne, ça se passe bien. Yerushalayim, je suis pas encore thérapeute. Je peux te dire ce qui moi m'aide, c'est de renouer des relations de sociabilité superficielle. Alors oui, ça ne comble pas l'isolement en soi. Oui, on cherche des relations d'amitié profondes avec des gens avec qui on peut faire confiance, avec qui on est en réciprocité. Mais en vrai, moi, ça m'a aidé déjà de reprendre des relations superficielles. C'est difficile, moi quand j'étais à Paris, c'était pas possible. Maintenant je suis à Barcelone et c'est beaucoup plus possible. Je parle aux gens à la boulangerie où je vais tous les matins. Là on va à la salle de sport, on a parlé à des gens, mais c'est plus mon partenaire que moi. Moi j'aime, mon côté autisme m'empêche un peu de parler aux gens, mais on a cette espèce on est en train de redévelopper la sociabilité superficielle. Je suis allée à un pot avec des collègues la semaine dernière. Alors que d'habitude ça fait partie des choses que je fuis comme la peste parce que j'ai plus d'énergie. J'ai décidé de réinvestir cette énergie que j'avais dans des relations superficielles. Je vais aller prendre un verre avec des collègues. Je suis restée que 2 heures. Après je suis rentrée chez moi, mais je suis restée 2 heures avec des collègues. C'était très superficiel. C'est pas des amitiés, c'est pas des gens que je vais appeler la nuit quand ça va pas, mais je commence à réinvestir dans la sociabilité superficielle. Donc Yerushalayim, je sais pas quelle est ta situation, je sais pas si tu sors souvent de chez toi, si t'as des collègues de travail, etc. Mais si jamais tu as de l'énergie, si t'as pas de l'énergie, bah malheureusement tu vas pas t'épuiser dans ça. Mais si t'as un peu d'énergie, ça peut valoir le coup et ça peut aider de reprendre une sociabilité superficielle. Donc hésite pas à me dire si ça t'aide. Merci Salima pour la couronne. Regardez, oui, elle est trop belle. Merci beaucoup. Il y a déjà un groupe Discord, Adriana. Si vous allez sur le compte Instagram de Payta Psychophobie a un Discord. Si vous voulez un Discord dans lequel vous pouvez parler à des gens comme vous, allez voir le Discord de Payta Psychophobie, qui est déjà très bien modéré. Il y a déjà plein de règles, il y a plein de trucs en place pour les trigger warnings, etc. Il y a des channels dédiés par région, il y a des channels dédiés par conditions, il y a toutes les conditions psychiatriques possibles et imaginables. Si vous avez besoin, que vous êtes en isolement, que vous avez besoin de parler à des gens comme vous pouvez essayer d'aller là-bas pour déjà vous sentir moins seul, donc n'hésitez pas. Allez, je récupère les commentaires. J'essaie de pas dire poupoupou, du coup je suis conscient du poupoupou. Coucou Amy. L'histoire de la plaque électrique, je vais la ressentir. Et moi, la métaphore que j'aime bien sur pas tous les hommes, qu'on me ressort souvent quand je discute du fait que c'est compliqué de trouver des mecs qui sont pas problématiques, c'est l'exemple des haribots empoisonnés. Si t'as un saladier dans lequel t'as que des haribots qui sont bons, sauf 5 qui sont empoisonnés, est-ce que tu prends des haribots ? Moi, perso, je prends pas des haribots. Hein. Moi, je tente pas. Le saladier, je le laisse dans un coin et je tente pas. Il y a des choses, alors évidemment, tu peux pas vivre toute ta vie en évitant les haribots. Si les haribots, c'est si les haribots, c'est les relations sociales, tu peux pas vivre toute ta vie sans relations sociales. Mais quand vous faites un choix qui, sur le moment, pour des raisons de trauma ou pour des raisons d'énergie, vous avez besoin de pas sociabiliser et que les gens vous critiquent, vous pouvez dire, écoute, rationnellement, on m'a fait du mal. Du coup, là, j'ai un saladier où, dans toutes mes expériences passées, j'ai vu que quand je prenais un haribo, c'était un haribo empoisonné. J'ai pas très envie de reproduire l'expérience. Je pense que c'est une très bonne idée, Max. À chaque fois que je fais poupoupou, vous vous hydratez. C'est une très bonne idée. Bien sûr, hein, que les mauvaises intentions existent aussi. Bien sûr. J'ai pas dit que ça n'existait pas.
Le mode... Moi, je prends des Haribo parce que 4 minutes après, j'oublie ce qu'on m'a dit sur le poison. Pardon. Max, tu dis, je préviens maintenant, j'aide seulement si pas de danger financier pour mes animaux, ma santé. Oui, pareil. La mode du TDAH, c'est comme les gauchers, quand on a le droit de l'aide, beaucoup de gens ont dit l'autre. Mais c'est comme avec la communauté LGBT+, hein, les gens qui disent « Ah, mais dans les pays où on a le droit d'être gay, tout d'un coup, il y a plein de gays. » Oui, parce qu'en fait, on existait déjà avant. Quand tu regardes toutes les photographies, on a toujours existé. C'est juste que les historiens disaient qu'on était très, très amis. On a toujours existé, on a toujours été en concubinage, on a toujours été en couple ensemble, on s'est toujours déguisé pour passer pour hétéro dans les rues. On a toujours été là. C'est juste que maintenant, ça se voit plus parce que avant vous choisissiez de ne pas le voir, parce que la société nous empêchait d'être visibles. C'est tout. Le nom du Discord, c'est tu vas sur le compte Instagram de Paye ta psychophobie. J'ai mis le lien sur mon Patreon. Tu peux passer par mon Patreon. Et là-bas, le compte a le lien pour le Discord. Voilà. Oui, mais t'as ouvert les yeux maintenant, Mirette, et du coup, ça ira mieux pour le futur. Et ça, c'est comme le diagnostic TDAH. C'est mieux vaut tard que jamais, même si c'est hyper dur, parce que c'est normal d'avoir une période de deuil pour toutes les années que t'as perdu, entre guillemets, ou que t'as mal vécu. Merci Catastrophe pour les dinosaures. Pareil avec cette histoire d'abus dans ton association. Mieux vaut tard que jamais. Maintenant que t'as ton diagnostic, maintenant que t'as ouvert les yeux sur cet abus-là, tu vas faire de tout ton mieux pour que ça ne se reproduise pas et pour aller mieux maintenant. Poupou. Ah, buvez, j'ai dit poupou. Quand je m'attache trop à des personnes, j'ai peur d'être blessée et trahie, donc je fuis, je comprends. La bise m'extraordinaire, mais t'as déjà dû partir. Je récupère vos commentaires. J'ai raté vos commentaires, c'est pas grave. J'ai perdu vos commentaires. Donc, je continue avec les points positifs, qui étaient quand même l'idée du live. On n'en a pas fait beaucoup. Donc, le souci des détails. Le souci des détails, c'est quelque chose qui, pour moi, est quelque chose qui soit peut être négatif, parce que si vous avez de l'anxiété et beaucoup de dysfonction exécutive et que vous avez des symptômes TDAH que vous n'arrivez pas à gérer, le souci du détail, ça peut faire que, par perfectionnisme, vous ne commencez même pas les tâches parce que vous savez que vous n'allez pas le faire à hauteur de ce que vous attendez. Mais si vous avez l'énergie et que vos symptômes TDAH sont gérables, que vous avez éventuellement un traitement, un diagnostic, etc., le souci des détails, ça peut effectivement être très bien parce que vous allez, avec ça, vérifier que tout est bien fait très très bien parce que vous avez ça en tête. Comme vous avez tellement l'habitude de faire des soucis d'inattention, vous allez mettre une attention extra sur le fait de ne pas faire d'erreurs ou de ne pas oublier des choses. Et ça peut être un point positif. Voilà. Le fait d'être unique et le fait d'être original, ouais, Délice, pareil, c'est ça dont on parlait. Pareil. Donc, souci du détail, c'est fait. Ensuite, on avait multitâche. Multitâche, c'est bien. Donc, c'est le pendant du côté négatif du trouble de l'attention qui fait qu'on a du mal à se focaliser et à focaliser notre attention sur une seule chose. Ce qui veut dire aussi qu'en général, on est bon à faire des multitâches. Alors, attention, le fait d'être multitâche, ça peut aussi nous surcharger, mais souvent, avec notre hyperactivité mentale et physique, on va être capable de faire plusieurs tâches. On va être capable de suivre une série qu'on est en train de regarder, on va jouer en parallèle avec le portable, ou on va faire quelque chose en parallèle avec nos mains, etc. On est capable de faire plusieurs choses en même temps. On est quand même à risque que ça nous surcharge, mais notre cerveau a moins de difficultés à faire de la multitâche, ça c'est très vrai. Et ça peut être positif pour, par exemple, le travail, ou quand on est dans un travail où il y a beaucoup de gens qui nous interrompent en permanence, où on doit faire plusieurs tâches en parallèle, parce que l'intitulé du poste de travail vous demande de faire plusieurs tâches en parallèle. Ça peut effectivement, au lieu de vous peser, ça peut vous convenir. Du coup, c'est effectivement un point positif, le fait de pouvoir multitâche. Quand on me dit c'est pas bon, je fais plus jamais. Oui, qu'est-ce qu'il y a, je comprends très fort. Adriana, tu peux aller voir sur mon Discord, j'ai le lien de Paye ta psychophobie et tu peux aller voir sur mon Patreon, tu cliques sur mon Patreon et il y a un post public que tout le monde peut voir qui s'appelle Ressources et dans Ressources, tu auras le lien. Je joue et je t'écoute en même temps. Normal. Positif, intérêt spécifique ou hyperfocus qui me permettent d'être temporairement calé dans un domaine. Oui, on en avait parlé au début du live. Au travail, je fais plein de tâches et j'écoute de la musique en même temps. Oui. Oui. Bien sûr, Billy. Bien sûr. Évidemment. Sinon, je ne linkerai pas. Ensuite, imagination. Imagination, j'en ai parlé avec la créativité. Donc ça, c'est bon. Le plan. Alors oui, comme je disais, on est très bon à planifier. Donc on n'est pas très bon à faire les choses, mais on est très bon à planifier. Si vous êtes dans un domaine de travail ou dans votre vie où vous avez des gens qui peuvent faire pour vous et que vous, votre travail majoritairement, c'est de planifier, ça peut être un très bon avantage pour vous. Moi, je fais de la gestion de projet. J'ai trouvé ça et c'est juste le métier absolument parfait pour mon TDAH parce que je dois planifier et organiser des projets. Mais c'est pas moi qui fais le projet. Moi, je dois m'assurer que le plan se passe bien et de donner aux gens les outils pour qu'ils arrivent à bien faire le projet. C'est
Parfait, parce que du coup, je fais des plans tout le temps. Je fais des plans, je fais des organisations, j'ai des idées, j'ai plein de trucs, mais c'est pas moi qui dois faire la chose. Et c'est parfait. Donc, le fait de faire des plans, le fait que quand on fait ce qu'on appelle un brainstorming en entreprise, donc à un moment, on va être tous dans une salle et on va réfléchir à un sujet, on va avoir des idées originales, on va avoir beaucoup d'idées qui vont fuser en même temps, on va pouvoir en une demi-heure sortir 85 000 idées, alors qu'il y a plein d'autres personnes qui vont dire je sais pas, parce qu'en fait, on a toujours des idées sur tout, parce que notre cerveau, avec notre hyperactivité mentale et le fait qu'on n'est pas capable de rester sur une seule chose, on va faire des connexions, on va partir sur tout, etc. Et du coup, on va donner des idées qui sont pas forcément toujours bonnes, mais on va donner des idées. Et donc ça, c'est hyper bien. Et après, j'ai marqué... je sais plus ce que j'ai marqué. Voilà. Donc ça, le planning, c'est vraiment, ça aide beaucoup. Après, le pendant négatif de ça, c'est que dans notre vie, on a tendance à beaucoup planifier et à pas beaucoup faire. Et dans notre vie, il y a des choses, il y a des moments où il faut qu'on fasse des choses. Donc à moins de trouver un travail et une manière de vivre dans lesquelles toi tu peux planifier, et il y a d'autres personnes qui font. Si tu ne trouves pas ça, ça peut effectivement être très handicapant. Voilà. Le formulé, Charlie, c'est autisme, c'est le TSA, le trouble du spectre autistique. C'est ça. Tu as été abandonné par l'enfant, mi extraordinaire. Merci Catastrophe pour les dinosaures. Tu as été abandonné par l'enfant. Re-bienvenue, parents abandonnés. Ici, on ne t'abandonne pas. Oui, c'est normal, Lily in Pincers, quand on est TDAH, on arrive mieux à se concentrer. Les études l'ont montré. Quand on est TDAH, on arrive mieux à se concentrer avec de la musique dans les oreilles. Toi, tu travailles, qu'est-ce qu'il y a dans l'audiovisuel et tu gères tout pour les autres. Bah ça peut être bien, par exemple. Merci Rose pour le cœur, il est trop beau. Ensuite, ça, j'ai répondu... Même gamine, je refaisais à l'identique ce qu'il y avait sur les boîtes de jouets. C'est quand même grave grâce à TikTok. Oui, parce que la médecine n'est pas du tout assez formée. Pas de souci, Charlie, il y a pas vraiment de souci, juste on te le dit. Oui, je suis chef de projet. Gestion de projet, oui, c'est ça, je suis chef de projet. J'ai énormément à faire des plans parce que oui, Juliette, on peut aussi avoir énormément de mal à faire des plans si jamais on a du mal avec la priorité. Et c'est vrai qu'en étant TDAH, on a souvent du mal à prioriser. Alors moi, du coup, je fais des plans, mais par contre, je suis pas capable de faire des plans par priorité. C'est-à-dire que je vais faire des plans sur tout. Je vais faire beaucoup de plans, mais par contre, dans le plan, je vais faire 85 tâches à faire et après, j'ai du mal à te dire c'est quoi les tâches obligatoires ou pas. Dans mon travail de gestion de projet, c'est hyper dur parce que je liste toutes les tâches et après, mon responsable, enfin mon supérieur, merci Léa pour l'empreinte. Mon supérieur, il me dit bon du coup, c'est quoi les tâches prioritaires ? Je sais pas, dis-moi toi. Moi déjà, j'ai fait toutes les tâches, c'était déjà beaucoup. Maintenant, tu me dis lesquelles je dois faire en priorité. C'est ton taf, on te paye pour ça. Toi, tu me fais la priorité, moi je fais la liste des tâches. Mais du coup, oui, on a souvent du mal à faire la priorité. Et c'est pour ça aussi que je disais, ce qui m'aidait moi pour mon énergie, ma priorité, j'ai fait mon travail, parce que c'est ça qui me permet de payer mon appart, et les rendez-vous médicaux, parce que c'est ma santé. Tout le reste, c'est pas prioritaire. Et je me force à me le dire, c'est hyper dur, mais je me force à me le dire. Quand je commence, je sens que je panique et que je surcharge, je me répète, ma priorité, c'est ma santé, ma priorité, c'est mon travail pour payer mon loyer. C'est tout. Le reste, c'est pas prioritaire. Même si, il y a toujours des exceptions, non. Je me réponds en me disant non. C'est normal que tu fasses moins de listes sur Ritaline parce que du coup, on est moins dans notre tête. Du coup, c'est logique. Plan classé et décomposé, la reine de la liste. Oui, on est souvent des reines de la liste. À mon boulot, la priorité des tâches change souvent et ça me saoule. Oui, ça, c'est hyper dur. Oui, je parle espagnol, Délice. Je te conseille, si tu peux, qu'est-ce qu'il y a de faire ça. Mais moi, c'est ce que je fais, mais c'est aussi parce que j'ai eu l'énergie de pouvoir faire ça. Avant, je le prioritisais pas non plus ma liste. Hein. Ok, ensuite, dans les autres points positifs, alors j'avais l'humour qui a été dit par beaucoup d'entre vous. C'est pas lié à des études scientifiques. J'ai pas de lien sur les études scientifiques par rapport à l'humour. A priori, ça n'a pas été fait. Par contre, de mon expérience à moi, on a un humour très particulier. C'est un peu un humour de merde. C'est-à-dire, c'est pas un humour qui vole très haut des pâquerettes. Mais c'est très drôle. Et quand t'es avec d'autres personnes TDAH, quand t'es avec des personnes pas TDAH, en général, les gens te jugent. Mais quand tu es avec d'autres personnes TDAH, on a un humour très drôle. Mais très de base, hein. Ça va être des jeux de mots, des jeux de mollets, Ça va être des blagues type la racine carrée, x au carré qui tombe sur une racine et qui est devenue x, ce genre de choses. Ok ? Mais on a quand même cet humour-là qui fait que quand t'es dans une salle avec plein de personnes TDAH, tu vas parler de sujets absolument aléatoires où tout le monde va parler de petits bouts de Wikipédia desquels on se souvient, et on va aussi très certainement faire des blagues de ce niveau-là. Donc voilà. On fait de l'humour aussi avec nos hyperfocus, oui, ça nous arrive aussi. Dans mon jeu, il y a un mec qui fait des blagues nulles et je pleure de rire. Voilà, exactement pareil.
Et oui, alors du coup, j'avais vu les commentaires et du coup, messager Sagittaire, oui, nous, si les modos ici bloquent quelqu'un, ça veut dire que ça le bloque pour moi. Mais toi, il faut en plus, si cette personne commente sur son profil, que tu le bloques depuis ton profil, parce que du coup, là, les modératrices et modérateurs peuvent bloquer la personne par rapport à mon live, donc par rapport à mon profil, mais ça le fera pas par rapport aux personnes qui assistent au live. Donc, il faudra que tu le fasses en plus pour toi depuis ton profil. Humour sans s'en rendre compte, tout le monde, mais pourquoi? Je sais pas du tout. Je sais vraiment pas pourquoi. On me dit H24 que j'ai pas d'humour, moi je rigole juste quand j'aime bien quelqu'un. Mais c'est très drôle parce que du coup, ma maman, elle est un peu comme ça. Merci Rose pour le cadeau. Elle rigole à tout, mais elle rigole vraiment très fort aux blagues. Et du coup, c'est très drôle. Mais moi, je rigole un peu moins fort. Je pense que c'est aussi mon autisme. Mais du coup, on a un humour très particulier. Les jeux de mots, ce genre de choses, c'est hyper chouette. Incapable de retenir un truc de maths, tu dis Engel, mais des références éclatées, genre François Pérusse, je connais. Bah voilà, genre ce genre de niveau, le Donjon Nalbuck, François Pérusse, les jeux de mots, ce genre de trucs, ça nous, en général, on est, ou les références de films, genre Shrek, genre Astérix, Obélix, Mission Cléopâtre, L'Âge de glace, ce genre de choses. Alors, j'ai regardé vite fait des études sur l'humour, apparemment, on a plus de difficultés à comprendre le sarcasme, on a tendance à surexpliquer les blagues qu'on fait. En tant que TDAH ? Ouais. Ok, les études scientifiques sur le sujet. Il y en a une, hein. Il y a une étude scientifique sur le sujet qui dit qu'apparemment, quand on est TDAH, on a du mal à comprendre le sarcasme et on a tendance à surexpliquer nos blagues. Mais si vous voulez mon avis, si on était entre TDAH, on n'aurait pas à surexpliquer nos blagues. Hein. C'est juste que les personnes ne comprennent pas notre humour incroyable. C'est leur faute, c'est pas la nôtre. Nous, on a un humour incroyable. Mais c'est vrai que le sarcasme aussi, je comprends parce que effectivement, j'ai un peu du mal. Ma fille et moi, TDAH toutes les deux, elle ne rit jamais à mon humour et moi au sien, c'est compliqué. Je compatis. Le truc le plus drôle, c'est quand on se prend un délire solo et que les autres rigolent mais sans comprendre. Moi, en général, les gens rigolent pas quand je rigole seule. C'est trop triste. On n'a pas l'humour méchant comme certains. Ah oui, non. Bah non, mais sinon, c'est pas de l'humour, en fait, si ça blesse. Enfin, du coup, c'est pas ma définition de l'humour. Donc, voilà. J'arrive pas à capter le sarcasme. Ah bah voilà, catastrophe, comme ce que disait l'étude. T'arrives pas à capter le sarcasme ou la taquinerie et du coup, ça t'énerve. Je comprends très très bien. Ah bah les visiteurs, Caro Winnie, voilà. Pareil. Prendre les choses très à cœur, tu te sens agressé même quand c'est pas le cas. Oui. Tout le monde rit de mes blagues, Salima, sauf ma fille de 16 ans. Je compatis. Plus les gens insistent, plus je m'énerve. Oui. Oui. Quand je me prends un truc dans le noir, je dis je suis pas une... Je savais bien que t'étais Nick Talop. Pouf. Ma partenaire rigole jamais à mon humour. C'est pas vrai. Arrête de me faire une réputation quand même. C'est juste que ma maman rit à gorge déployée. Donc, mon partenaire va faire une blague qui est drôle. Ma maman va exploser de rire. Et moi, à côté, je vais sourire. Mais je pense que c'est un peu mon autisme quand même. Je ne vais pas exploser de rire. Et du coup, c'est vrai que comparé à ma maman, on dirait que je ne réagis pas. Mais je réagis. C'est juste que, effectivement, ma maman va rigoler avec les larmes aux yeux en faisant du coup, forcément, à côté, moi, je fais juste un petit sourire. C'est nul. C'est forcément, c'est moins bien. C'est moins impressionnant. Mais voilà. Coucou, Elia. Et je suis d'accord, le sarcasme, c'est être méchant. Je suis tout à fait d'accord. Exactement. Si on rigole pas aux blagues méchantes, c'est juste que c'était pas des blagues, en fait. Ok. Donc, je percute pas quand les gens rigolent et ils expliquent en quoi j'ai été drôle. Mais moi non plus, parfois j'arrive pas, je rigole en Bluetooth. J'adore. Bah voilà, catastrophe, t'es comme moi. Donc voilà, j'ai parlé de l'humour. Ensuite... passion, j'en ai parlé. Le bon dans l'urgence, ça j'aimerais bien en parler. En général, quand on est TDAH, on est très bon dans l'urgence. C'est-à-dire qu'on va s'effondrer quand on fait tomber un truc, genre on fait tomber une assiette qui s'explose par terre et tout d'un coup on se dit faut qu'on passe l'aspirateur pour éviter que quelqu'un se blesse et on va s'écrouler en pleurant parce que c'est trop et c'est surchargeant. En revanche, dans une situation d'urgence, on est meilleur. C'est-à-dire qu'on va savoir comment réagir et on va être en mode urgence. C'est-à-dire qu'on va être en mode, on va faire ok, il y a ça à faire, faut appeler les secours, faut faire ça, etc. Ça m'est arrivé plein de fois dans ma vie, c'est arrivé à plein de personnes TDAH autour de moi. Mon hypothèse à moi, c'est que dans l'urgence, t'as l'adrénaline. Et l'adrénaline, ça fait partie des choses qui font fonctionner le cerveau. Et du coup, nous, comme on est en manque tout le temps, le moment où on a l'adrénaline, on est surefficient comparé à d'habitude. Alors que d'habitude, on est en manque de dopamine, de noradrénaline, etc. Et que quand il y a une situation d'urgence, bah du coup, tout d'un coup, on est dans l'efficacité là où on n'arrivait pas à l'être avant.
Le fait est qu'on est très bon en situation d'urgence. Ça veut pas dire qu'après on va pas s'écrouler. Ça veut pas dire que émotionnellement ça reste pas dur comme nous. Ça veut pas dire qu'une situation d'urgence ne va pas nous traumatiser. Mais ça veut dire qu'en général, dans une situation d'urgence, quand quelqu'un a un accident, le fait d'appeler les secours, le fait d'appeler le médecin, le fait de faire les choses et de réfléchir après, on est très bon à faire ça. C'est-à-dire qu'on va faire les gestes de premier secours, on va appeler les secours, on va vérifier que tout est bien fait, etc. Et après, on va s'écrouler. Et après, éventuellement, on va avoir l'émotion qui va remonter. Mais sur le coup, on va être très, très efficace. Et ça, c'est un vrai point positif. Et pour moi, c'est un point positif qui n'a pas de point négatif. Pour moi, c'est un des rares points positifs du TDAH que je ne vois pas chez d'autres personnes TDAH et qui, pour moi, n'est pas un point négatif. On est extrêmement bon dans l'urgence. Vraiment, vraiment très bon. Alors, du coup, le contrepoint de ça, c'est que la raison pour laquelle je pense on est aussi bon dans l'urgence, c'est que de manière générale, on est en déficit de tout et on n'arrive pas très bien à agir, etc. Mais en situation d'urgence, on est vraiment très bon. Et j'ai des histoires à plus savoir qu'en faire de moi, de ma vie, de mon partenaire, de mes amis, de personnes TDAH que je connais autour de moi, où globalement, on était les seuls à réagir dans des situations d'urgence, on était les seuls à appeler les docteurs, on était les seuls à savoir, parce qu'à partir du moment où on nous dit, bah, c'est quoi le plan d'urgence, on l'a intégré, et globalement, on sait que quand t'as une personne qui a un problème, faut que tu vérifies, faut que t'appelles le SAMU, faut que t'appelles les urgences. Et alors, je vais vous donner un exemple très, que je crois que Brain a déjà parlé. On était en vacances à la plage, il y a quelques années, et il y a une personne, il y avait un attroupement avec une personne, et j'ai dit à Brain, bah, parce qu'il parlait la langue, moi je parlais pas la langue, j'ai dit à Brain, bah, va voir et va vérifier qu'ils ont appelé les secours, parce que je sais que plus il y a de gens autour d'une personne qui a fait un malaise, plus le risque est grand, que tout le monde se dit, il y a une autre personne qui a la responsabilité, sauf que nous, quand comme on est TDAH, on se sent responsable, le truc par rapport à l'injustice, etc. Et que du coup, il y a la dilution de la responsabilité qui fait que tout le monde pense que quelqu'un a appelé les urgences et que du coup, personne n'a appelé les urgences. Il m'a dit, ok, je vais y aller. Il y va. Personne n'avait appelé les urgences. Ça faisait genre un quart d'heure que la personne avait fait un malaise. Du coup, mon partenaire a appelé les urgences, il a appelé le secours, il a fait la transmission pour que du coup les gens viennent récupérer, etc. Pour que la personne après soit amenée à l'hôpital. Personne n'avait appelé les urgences. Nous, on arrive. Et mon partenaire, il est allé, il a appelé les urgences dans les 30 secondes parce que c'est la première chose auquel on parle. Et tous les gens autour, ils sont en train de papoter, je sais pas, ils racontaient leur vie. Ah bah oui, bah bonne dame, ah bah oui. Personne n'avait appelé les secours, mais personne n'avait pensé à appeler les secours, c'est fou. Et ça va aussi avec la dilution de la responsabilité qu'on vous dit souvent dans les trucs de psychologie. Si vous êtes attaqué dans la rue, il faut nommer, pointer une personne en particulier parce que si juste vous criez, les personnes vont toujours se dire quelqu'un d'autre va s'en occuper. Donc faut dire en général, toi avec le t-shirt vert, comme ça la personne elle va se sentir responsable, elle va dire ah merde et après si elle t'aide pas, elle va se sentir comme une merde. Alors que si tu l'as pas nommée et qu'elle t'aide pas, elle va se sentir très bien en rentrant chez elle. Elle va se dire bah il y a bien quelqu'un qui va s'en occuper, mais c'est pas moi. C'est la dilution de la responsabilité dans les foules. Bref, donc du coup, on est très très bon dans l'urgence et on a aussi beaucoup moins cette dilution de la responsabilité, notamment parce que on a toute cette histoire de par rapport à l'injustice, le fait que on est hyper empathique, donc on se met à la place de la personne, etc., etc. Bref, il y a plein de choses qui jouent évidemment, qui rentrent en compte. Voilà. Alors, hydratez-vous pendant que je pou. Et pourquoi est-ce qu'on est bon en urgence? Mais ça a à voir avec l'adrénaline du coup, est là. Petite Hélène, tu dis on se met en bulle et du coup j'ai l'impression qu'on sort de notre cerveau pour agir. Il y a peut-être aussi ça que de manière générale, tu sais, le fameux on est tête en l'air, où souvent quand on est TDAH, on est dans notre tête et on n'est pas du tout dans notre corps. C'est pour ça qu'on se rend pas compte quand on a soif, on se rend pas compte quand on a mal au dos, on se rend pas compte quand on a besoin d'aller aux toilettes ou quand on a faim, etc. Et donc du coup, quand on est en situation d'urgence, on est capable de bloquer tous les signaux pour hyper focus sur une chose qui est on hyper focus sur c'est une situation d'urgence et il faut trouver une solution. Et du coup, on est capable de pas se laisser distraire par rien d'autre. On est capable de pas se dire oh là là j'ai peur, oh là là. Bah alors, ce qui est pas forcément bien si c'est une situation où toi t'es en danger, mais en tout cas si c'est une situation où toi t'es pas en danger, c'est très bien. Tu vas pas réfléchir, tu vas agir avant de réfléchir. Et dans ces situations-là, c'est bien parce que tu vas en général réagir de manière rationnelle, c'est-à-dire tu vas pas aller t'interposer, essayer de faire des choses si tu ne sais pas faire un massage cardiaque, tu ne vas pas en faire. Tu vas pas t'imaginer que tu peux faire en faire. Par contre, tu vas appeler ou tu vas demander autour de toi est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait faire un massage, est-ce que quelqu'un sait faire la position latérale de sécurité. Tu vas Google position latérale de sécurité parce que tu sais que c'est ça qu'il faut faire, mais même si tu l'as lu 15 fois, tu ne te rappelles jamais quelle est la position latérale de sécurité, mais tu sais qu'il faut faire ça, donc tu vas googler position latérale de sécurité, tu vas googler numéro du SAMU parce que tu sais jamais que c'est le 18, tu vas faire numéro du SAMU et après tu vas appeler le SAMU, donc tu te rappelles pas ce que c'est le numéro, mais par contre tu vas te rappeler qu'il faut l'appeler. Donc voilà. Et donc dans l'urgence en général, on peut déplacer des montagnes effectivement. Toi, tu paniques, tu tétanises et tu pleures. Et ben grand soutien. Est-ce que c'est des situations d'urgence pour toi du coup, est-ce que c'est des situations d'urgence pour les autres? Parce que moi, je parle des situations d'urgence pour les autres, hein, pas pour toi.
Pour les trucs graves, je suis en panique et je pleure, les trucs urgents, mais pas grave. Ah oui, mais ouais. Bah, du coup, ça dépend de quelle est ta définition de grave. Du coup, si c'est pour toi ou si c'est pas pour toi. Moi, je parle de choses qui sont genre, quelqu'un qui a fait un malaise dans la rue pour les autres. Ah ouais, bah, c'est marrant. C'est marrant. C'est pas marrant le bon terme, mais c'est intéressant. Je te remercie pour ton retour, du coup. Bah, trop bien, Iris, si c'est reposant. N'hésite pas à venir. Je suis là tous les dimanches. Ben, tu vois, Juliette et Catastrophe, vous êtes 2 à friser dans l'urgence. De toute façon, c'est des statistiques, hein, ça veut pas dire que toutes les personnes TDAH auront ça forcément. Mirette, t'as dit ton chien concentré, bah voilà. Et après, t'as tout qui est descendu. Après, t'as vu ton malaise après, c'est ça. C'est ça. Et ça, si vous avez ça, c'est pas grave si vous l'avez pas, c'est pas grave Juliette, c'est pas grave Catastrophe. Mais si vous savez ça, pour moi, ça, c'est un point positif qui est très important. Moi, je sauve la vie à mon arrière-grand-mère quand j'avais 4 ans, le sang-froid et l'imagination. Oui, mais c'est pour ça, si vous avez ça, pour moi, ça fait partie des choses, si vous cherchez, quand vous en avez marre de vous dire que vous êtes nul, et que vous décidez de faire la petite voix qui vous dit non, tu n'es pas nul, tu es une personne bien, et que tu as du mal à trouver les choses qui te feraient dire que tu es une personne bien. C'est aussi pour ça que je te fais la liste aujourd'hui en live, comme ça tu peux piocher dans tout ce que je te dis aujourd'hui pour le moment où tu te sens mal, te dire mais si, rappelle-toi en live, Cerveau TDAH avait dit que ça, c'est un point positif. Ça, c'est un point positif. Ça fait partie des choses où vous pouvez vous rappeler que vous avez fait des choses utiles dans votre vie grâce à ça. Merci pour le petit sombrero et la petite moustache. Ambulancier, pompier. Oui, on est beaucoup à faire ça. Pompier, ambulancier, prof, dans le milieu médical, on est beaucoup à faire ça, notamment par rapport à l'adrénaline que ça donne. Ça fait des pics, en fait. Il y a des moments où il y a des urgences et le reste du temps, t'as rien à faire. C'est très très bien pour les personnes TDAH, mais par contre, c'est aussi hyper fatigant. Une voiture prenait feu sous un arbre, tout le monde regardait et moi, j'étais en train d'appeler les urgences. C'est exactement ça. Merci Black Wolf pour ton commentaire et coucou Tiffany. Bon dimanche Panda Rocks. L'humour m'aide à garder mon sang-froid et à détendre les gens, donc on se mobilise dans la situation d'urgence. Moi, j'avoue que je suis pas capable d'utiliser l'humour en situation d'urgence. Pas du tout capable. Je suis capable de juste rationnellement faire ce que je sais qu'il faut faire à tout prix et de le faire le plus vite possible pour que ça soit fait, parce que je sais que c'est l'urgence. Mais par contre, j'arrive pas à faire de l'humour du tout dans les situations d'urgence. Je suis sur un mode différent. Tu vas suivre une formation avec les pompiers. J'ai déjà fait 2 formations avec les pompiers, hein. Pour la position latérale de sécurité, quoi faire si jamais il y a des attaques, etc. J'ai fait ça. J'ai fait ça avec les pompiers de Paris à Paris et j'ai pris tous les cours de premier secours dans toutes les entreprises dans lesquelles j'ai été quand ils en proposaient. Donc théoriquement, j'ai fait les cours. Et à chaque fois que je refais le cours, je me dis « Ah mais oui, je me rappelle, j'avais regardé ça. » Je suis incapable de m'en rappeler. Mais par contre, je sais l'histoire que faut vérifier la machine de défibrillateur, l'histoire du rythme, donc je peux Google les choses dont j'ai besoin. Non, c'est ça qui est le plus important. Mais j'arrive vraiment pas à retenir les choses. Le SAMU c'est le 15. Ah bah voilà, merci, le SAMU c'est le 15. Le 18 c'est quoi? C'est les pompiers, non? Le 18 du coup. Bah voilà, c'était un très bon exemple, je suis incapable de me souvenir du numéro. En ce qui me concerne, j'ai pas de notion du danger, j'interviens d'abord et après je tremble. Oui, et ça c'est le côté problématique de l'injustice et de l'impulsivité dont j'avais parlé dans une de mes vidéos, où du coup par exemple s'il y a quelqu'un qui se fait attaquer, je vais aller m'interposer. Et après je vais me dire, ah mais en fait maintenant que je suis devant le couteau, entre la personne et le couteau, c'était peut-être pas la meilleure chose à faire, peut-être j'aurais pu rester en arrière, ne pas me mettre en danger et appeler la police. Mais non, parce que j'ai pas réfléchi et que je me suis interposée. Donc voilà. Mais non, mais alors des catastrophes c'est très bien. T'es au courant des choses. Ça sert à rien de le passer si tu sais que tu peux pas gérer en situation réelle. Merci Auber pour la rose. Oui, Méline, le traitement m'a aidé. Je t'avais dit ça au tout début, je crois. J'ai escaladé 3 étages d'un bâtiment parce qu'une femme avait oublié ses clés chez elle. J'adore. Ah oui, c'est vrai qu'il reste pas longtemps. Pour la personne bien, un jour j'ai défini ce que je voulais être et j'ai mis en œuvre pour l'être. Oui, moi aussi c'est ça que je fais. Merci Carouini pour le petit cœur. Mais je me demande, Miss Extraordinaire, avec cette histoire d'humour, si c'est pas un peu mon côté autiste quand même. 18 pompiers. Voilà, 18 pompiers et 15 SAMU. Merci, Catastrophe. Moi, j'avais un petit sticker avant sur mon frigo où il y avait marqué tous les numéros d'urgence, mais évidemment, quand il y a une urgence, vous êtes jamais devant votre frigo, hein. Donc bon. En Espagne, c'est pas le même numéro. Non. Mais je sais pas quel est le numéro en Espagne non plus. Je sais juste que les urgences européennes, c'est le 112. Du coup, si vous êtes n'importe où en Europe et que vous êtes dans un pays qui n'est pas là où vous parlez la langue et que vous avez une urgence, vous pouvez appeler le 112. Le 112, ça je le sais. Donc je pense que si j'ai un accident un jour, j'appellerai le 112. Et ils me diront mais il y a un numéro local. Et je dirais oui, mais je sais plus. Déjà, je retiens un numéro, c'est déjà vachement bien. Oui, voilà, Délice, tu l'as dit, 112 numéro d'urgence européenne. Merci pour le cœur extraordinaire. M'interposer, je le fais. Bah oui, Juliette, ça c'est l'impulsivité. Hein. Poupou. Je le sais parce que quand j'ai noyé la voiture, je me suis trompée, j'ai appelé le 15. J'adore, merci beaucoup. Merci M'extraordinaire pour le dinosaure. Et merci Catastrophe de me faire sentir moins seule, d'avoir dit à tout le monde Nina, c'est pas le bon numéro. Voilà. Alors, ensuite,
il reste un quart d'heure, donc je pense qu'on va juste papoter. Est-ce que j'ai un autre point positif dont je voulais parler? On a beaucoup d'adaptations, ça c'est vrai. On s'adapte en général, on est caméléon aux situations, etc. Moi, j'ai mon autisme qui contrebalance ça, ce qui fait que j'ai beaucoup du mal aussi avec. J'arrive à m'adapter, mais ça me dérange. Là où je pense que si j'étais 100% autiste, ça me dérangerait tellement que j'arriverais pas à m'adapter. Comme j'ai mon TDAH et mon autisme, j'ai l'impression, mais c'est une impression, c'est pas prouvé scientifiquement, j'ai une impression que j'ai cette adaptation caméléon, possibilité grâce à mon TDAH de m'adapter à tout, mais ça va me déranger, ça va me perturber, ça va me surcharger parce que mon autisme. Mais de fait, si on n'a que un TDAH, effectivement, on a une grande capacité d'adaptation à être caméléon, que ça soit dans les situations sociales, dans le changement, etc. Tous les gens qui disent oh là là, le changement c'est dur, globalement quand t'es TDAH, le changement c'est bien parce que quand ça change pas, ça t'ennuie. Donc que ça soit dans une entreprise, un changement dans l'organisation. Si vous êtes en interview, en entretien professionnel pour être recruté dans un poste à une entreprise, ça peut faire partie des qualités que vous mettez en avant. Le fait d'être très très bon à vous adapter au changement, ça fait partie des choses que les entreprises aiment bien. Ça veut rien dire, mais elles aiment bien. Je sais m'adapter au changement. Mais de fait, quand on est TDAH, c'est très vrai. On sait en général très bien s'adapter au changement, et ça nous fait d'ailleurs beaucoup plus de bien d'avoir du changement que de rester toujours dans les mêmes choses. Et oui, Léa, c'est vrai, rire en cas d'urgence, ça peut être une forme de protection pour certaines personnes, pour gérer la chose, la pression. Salomé, tu dis, j'ai ajouté le 18 à mes contacts, comme ça, j'ai juste à dire appelle les pompiers. Oui, ça, c'est une très bonne idée. Ils ont bien rigolé au 15. Catastrophe. Si j'avais un problème, j'appelais mes parents avant les pompiers. En vrai, franchement, ça, c'est bon. Mais madame, on peut rien faire, nous, faut appeler les pompiers. Mais en plus, je trouve ça un peu absurde, parce que tu vois, c'est ce que tu disais, Vicky, sur le truc du 112. Normalement, je pense que si t'as un service d'urgence, tu devrais pouvoir me rediriger. J'appelle le 15, redirige-moi vers le 18. Non, je suis obligée de raccrocher et de refaire le 18, c'est absurde. Mon fils en a retenu que un, les flics, je lui ai dit qu'au pire, ils transfèrent. Mais normalement, ils sont censés se transférer, oui. Bah voilà, messager sanitaire, t'es comme moi. Du coup, le changement, moi, je m'adapte, mais ça me surcharge un peu. Mais ça peut être un mode de survie, l'humour. Hein. Max, t'es pas seul. C'est fou que je comprenne que maintenant que TDAH et TSA... Ah bah oui, ils sont très différents quand même. Mais si tu vas voir le DSM-5 avec tous les symptômes, tu verras, c'est très clair. C'était pas assez grave pour transférer l'appel. Ah oui, peut-être qu'ils font en fonction de ça. Ok. Ensuite, j'avais parlé, oui, au niveau du travail, c'est vrai qu'on est bon en général à gérer les personnes, parce qu'on a cette empathie-là et parce qu'on a une capacité à planifier, à organiser, et de manière générale, comme on gère bien les relations sociales, on est des créatures sociales, même si par la blessure, la dysrégulation émotionnelle, au bout d'un moment, et les critiques et le rejet, on va finir par s'isoler. En vrai, en tant que TDAH, on est des créatures beaucoup plus sociales. On a des facilités à créer des liens sociaux, on n'a pas... Enfin, ça fait partie des grandes différences avec l'autisme d'ailleurs. On n'a pas de souci en soi à faire des relations sociales avec les gens. C'est juste qu'au bout d'un moment, tu finis par de toi-même t'isoler consciemment pour te protéger. Mais sinon, on n'a pas de difficulté à avoir des relations sociales. Donc, on est aussi des très bons gestions de managers. On manage bien les gens, etc. C'est en général des choses avec lesquelles on a des facilités. Au niveau empathique, on comprend les besoins des gens. On peut trouver des options. Donc, s'il y a des conflits, on peut réussir à résoudre les conflits en étant dans l'empathie, plus en ayant cette rationalité de présenter plusieurs options, de comprendre ce que les gens disent, etc. De penser à des choses auxquelles d'autres personnes n'auraient pas pensé. Et il y a aussi effectivement le fait dont parlait Brain Curiosity, qu'on est aussi beaucoup plus entrepreneur ou entrepreneuse, qui fait que les TDAH sont plus statistiquement des personnes qui vont créer leur propre boîte, qui vont être leur propre patron, parce qu'on déteste, pour des questions d'autorité, tout ça, on déteste répondre à des patrons, mais du coup, il y a beaucoup de personnes TDAH qui montent leur boîte. Alors, c'est un enfer administratif, donc il y a des personnes TDAH qui arrivent très bien malgré les difficultés administratives ou qui choisissent ces difficultés administratives plutôt que les autres difficultés qui viennent avec le fait d'être en entreprise. Mais voilà, il y a beaucoup de personnes qui font l'auto-entrepreneuriat, qui fondent leur boîte, etc. Alors ça, voilà, moi, à une époque où j'avais pas mon TDAH qui était diagnostiqué, j'étais pas médiquée, j'avais pas de thérapie, j'étais rien du tout. Moi, j'arrivais pas à survivre. Donc ça, c'était un point positif qui ne me parlait pas. Mais maintenant que je vais mieux, c'est un point positif que moi, j'ai pas. Et je pense que c'est aussi lié à mon autisme, mais que je vois pas mal de personnes TDAH qui ont en face de moi. Et donc, si vous avez ça, c'est vrai que vous pourriez... Merci Léa pour l'empreinte. Ça peut être un trait positif, effectivement, de pouvoir fonder ses propres entreprises, d'avoir cette créativité, cette impulsion pour faire les choses soi-même, pour faire des nouveautés, pour améliorer la vie des gens, etc., etc. Et du coup, de fait, on s'ennuie jamais avec les personnes TDAH. Ce qui fait que moi, avec mon partenaire, on est 2 personnes TDAH et on ne s'ennuie jamais. Et du coup, ça, c'est un trait positif. C'est lié à plein de choses, à cette appétence pour la curiosité, l'originalité, l'hyperactivité, c'est plein de choses. Mais de fait, on ne s'ennuie jamais. Avec nous, entre nous, c'est très rare qu'on s'ennuie. Voilà.
J'arrive pas à jouer tous les jours avec mon chat car il faut rester focus et je culpabilise. Bah déjà, je t'envoie tout mon soutien. Et ensuite, l'avantage des... Je sais pas si ton chat est seul ou pas. Moi, je sais que j'ai un ami TDAH qui a adopté du coup 2 petites chattes et elles s'amusent souvent entre elles. Et du coup, lui, ça lui permet de déculpabiliser beaucoup pour les moments où il est en très basse énergie. Merci Jérémy pour la rose. Et où du coup, il sait que elles sont pas seules et qu'elles peuvent jouer entre elles. Et sinon, il y a des jeux un peu automatiques qu'il avait achetés aussi. Alors évidemment, les jeux automatiques, elles y ont joué pendant 1 semaine et puis après, ça fait 2 mois qu'elles jouent avec le carton du jouet, qui est beaucoup plus intéressant que le jouet, évidemment. Mais ça peut beaucoup aider, où il y a des choses, par exemple, des tapis dans lesquels tu vas mettre, par exemple, tu vas mettre de l'eau dans une plaque. Par exemple, une plaque que tu vas mettre au four, tu vas mettre de l'eau. Puis dans des bouchons de bouteille ou dans des petites choses qui flottent, tu vas mettre des friandises pour ton chat. Et en fait, du coup, il va essayer d'attraper. Ça peut être des jeux, etc. Ça va les stimuler, sans que toi, ça te demande beaucoup d'efforts sur la longueur. Ça te demande juste un effort de préparer l'activité. Mais après, ton chat va être stimulé, ou ton chien, ou peu importe. Mais dans ce cas-là, c'était le chat, va être stimulé par cette activité sans que toi, tu doives rester focus pendant longtemps sur l'activité. Bonjour, je me suis jetée à 90 km/h dans une route inondée. Aïe, aïe, aïe. Ils sont gentils, les pompiers, ils m'ont rappelé 20 minutes après pour s'assurer que j'allais bien. Oh, c'est adorable, c'est trop bien. Oh, il y a quelqu'un qui s'est inscrit, j'avais pas vu. Qui est-ce qui s'est inscrit? Je sais pas, merci. Merci beaucoup de vous être inscrit. C'est trop chouette. Hihi. Merci beaucoup. Merci pour la Rose Brand Curiosity. Merci pour toutes les Rose Brand Curiosity. Après, quand on mange, je peux pas car je vais dire oui à tout. Quand on manage, je peux pas. Merci Brand Curiosity pour les roses. Oui, alors je dis pas c'est que positif et du coup rien de mal vous arrivera. C'est comme avec l'auto-entrepreneuriat. Si vous faites de l'auto-entrepreneuriat, par ailleurs, vous pouvez être surchargé par l'administratif parce que quand on est TDAH, c'est dur l'administratif. Je suis pas en train de vous dire ça n'aura aucun truc négatif, évidemment. Je lance une machine à laver, plus je me suis fait à manger, j'ai pris mes médocs. Bravo Yerushalayim, c'est trop chouette. Mireille, tu dis monter ma société était la seule solution pour moi et j'ai créé celle de mon frère que je gère. Oui, voilà, ça fait partie des points positifs pour moi. Je suis entrepreneuse, l'horreur, les démarches, mais impossible de bosser pour ou avec quelqu'un. Voilà. Et on s'ennuie facilement. Alors là, mi-extraordinaire, je suis d'accord sur le fait que notre cerveau a tendance à s'ennuyer quand les choses sont ennuyantes, mais on a toujours plein d'idées pour ne pas s'ennuyer. Ce qui nous ennuie en général, c'est les choses qu'on doit faire et qu'on est obligé de faire par la société, du genre, on est obligé de travailler 35 ou 40 heures par semaine pour payer son loyer. Si on était dans un revenu universel et qu'on avait pas de loyer à payer et qu'on avait un truc de base du genre, on a un tout petit studio avec un panier de nourriture qui fait que t'as pas besoin de travailler pour pouvoir survivre, avec l'eau, l'électricité qui sont en ressources publiques. Si on avait ça, on ne s'ennuierait jamais. Moi, les seules fois où je m'ennuie dans ma vie, c'est parce que je suis obligée de faire des choses que la société m'oblige à faire, par exemple mon boulot. Les seuls moments où je m'ennuie dans ma vie, c'est mon boulot. Tous les moments sur lesquels moi j'ai un contrôle, je m'ennuie pas. Si je me retrouve dans une situation sociale ou une soirée où ça m'ennuie, soit je vais me trouver un truc qui va m'intéresser, soit je vais partir. Mais je vais pas moi-même me soumettre à un truc qui m'ennuie parce que c'est insupportable. Donc les seuls moments où je m'ennuie facilement et où je ne peux pas sortir de cette situation et où du coup c'est une torture, c'est le boulot. Parle de ton Patreon. Ah oui, j'ai un Patreon. C'est un site où vous pouvez cliquer sur mon profil. Il y a des ressources pour les gens qui n'ont pas d'argent. Et pour les gens qui ont de l'argent, vous pouvez me soutenir. C'est du mécénat collaboratif. Et du coup, je mets pour les personnes qui s'inscrivent des avantages. Par exemple, vous pouvez voter sur mon sondage où je choisis les sujets des lives. Là, aujourd'hui, c'était très positif. Ça s'appelle les traits positifs, donc les côtés positifs du TDAH. Et ça a été voté par les personnes sur mon Patreon. Je poste un sondage tous les mois. Et je mets aussi la rediffusion des vidéos de live. Donc là, les 2h30 dont on a parlé, je les mets en rediffusion sur un drive desquels vous avez accès. Et je vais bientôt avoir un partenariat avec une entreprise qui fait des compléments alimentaires pour TDAH que je suis en train d'essayer. Et après, je vous dirai comment ça a marché pour moi. Mais j'en parle pas maintenant parce que je les ai pas encore essayés pendant longtemps. Moi, je les ai essayés. Oui, et c'est le même que mon partenaire, parce que du coup, j'ai utilisé le fait que lui, il avait fait un partenariat avec, et ça s'appelle, mais je vous en ferai une vidéo, et ça s'appelle, c'est pas joli, alors du coup, vous le voyez dans l'inverse, parce que c'est en miroir, mais ça s'appelle Brainzam, et en fait, ils sont très chouettes, parce que mon partenaire, en gros, il a un partenariat avec eux, et du coup, moi aussi, maintenant. J'ai demandé un partenariat avec eux aussi parce que eux sur leur site ils font tout par rapport aux recherches, donc ils citent toutes les sources de pourquoi est-ce qu'ils mettent tels éléments dans leurs compléments alimentaires, qu'est-ce que leurs compléments alimentaires contiennent, etc. Et du coup là je le prends en plus de mes médicaments parce que moi je peux pas me passer de mes médicaments et du coup je vous dirai
Je vous dirai au bout d'une semaine ou deux comment ça marche pour moi. Et puis pour les personnes qui n'ont pas encore de médication ou qui ne peuvent pas prendre de médication ou qui ne veulent pas prendre de médication, bah ça peut être bien parce que c'est ce que je vous avais déjà mis dans une infographie avec en gros tous les compléments qui aident, que vous pouvez aller prendre dans votre pharmacie, que j'ai déjà mise, le fer, la vitamine D, ce genre de choses. Vous pouvez aller les prendre en complément alimentaire individuel, vous n'avez pas besoin d'acheter celui-là. Mais celui-là, c'est l'entreprise qui du coup les fait tout en un et du coup vous n'avez qu'une seule pilule à prendre. Du coup c'est chouette. Bref. Voilà. Lizini, tu dis, entre notre humour et nos conneries, on s'ennuie pas avec nous. Je suis totalement d'accord avec toi. Par contre, si jamais on n'est pas occupé à faire quelque chose, on s'ennuie, effectivement. C'est pour ça, l'école, c'est très ennuyant. Le boulot, c'est très ennuyant. Merci Salima pour les dinosaures. Hydratez-vous, hein, parce que moi, j'ai plus d'eau. Ah si, j'ai une deuxième bouteille pour les 6 minutes qui restent. Trop bien, Caroline. Tu me diras, du coup, si ça marche pour ton chat, les friandises sur l'eau. Parce que du coup, comme ils aiment pas l'eau, alors du coup, ils essayent de prendre de faire venir le bouchon et tout, et du coup, ça les occupe. Pour les chiens, il y a aussi des tapis. Merci Salima pour la patate. Pour les chiens, il y a des tapis olfactifs où en gros, tu mets des friandises dans le tapis ou dans un truc en nœud. Ça marche aussi avec les chats. Merci Catastrophe pour les dinosaures. Où tu peux mettre dans une serviette que tu noues comme ça avec une friandise à l'intérieur. Comme ça, le chien ou le chat va sentir la friandise et va essayer d'ouvrir. Et en fait, ça va, du coup, ça va les stimuler. Et ça, c'est des choses que vous pouvez mettre en place quand vous êtes TDAH. Comme ça, c'est juste à un moment, vous faites cette activité-là, et après, vous n'avez pas besoin de rester focalisé avec votre animal qui demande de l'attention pendant trop longtemps. S'inscrire à quoi ? C'était le Patreon dont je parlais. J'ai pas écouté pour le chat. Le chat, je disais, Lizini, tu le mets comme une plaque de four ou un espèce de plat, genre un plat à lasagne, peu importe. Merci Salema pour le dinosaure. Tu mets de l'eau et dessus de l'eau, tu mets quelque chose qui flotte, par exemple des bouchons de bouteille. Tu mets des friandises dans les bouchons de bouteille et comme ça, le chat va essayer de choper les friandises, mais comme ça va bouger avec l'eau, etc. et que lui, il veut pas mettre sa patte dans l'eau parce qu'il aime pas l'eau, bah ça va, il va devoir faire des tours, réfléchir à comment il peut réussir à prendre la friandise, etc. Et du coup, ça va l'occuper et le stimuler. Et sinon, il y a les tapis olfactifs ou par exemple, ou les trucs qui vont, par exemple, tu vas mettre dans une serviette ou dans un torchon, tu vas mettre quelques friandises, puis après tu vas le nouer, tu vas faire juste un nœud classique. Et du coup, le chien ou le chat va essayer de dénouer et va essayer de réfléchir pour savoir comment accéder à la friandise. Et ça peut être des choses qui peuvent être stimulantes pour des animaux si vous avez l'impression ou que vous pensez que votre animal manque de stimulation. Voilà. J'ai 45 ans, plus je vieillis, moins je masque. Oui. Bah oui. Et évidemment, tout explose. C'est aussi pour ça que c'est hyper important d'avoir des diagnostics le plus tôt possible. Merci Salima, et de comprendre comment on fonctionne pour que on arrive à un peu gérer ça au lieu que ça que ça finisse comme moi ça a fini avec des burn-out, des dépressions ou comme toi où ça explose à la figure et qu'au bout d'un moment t'es en mode bah oui c'est cool, j'aurais bien aimé que ça soit plutôt avant. Elle est bien ma voiture bateau. Elle est très bien ta voiture bateau. Je m'ennuie car je veux d'abord faire mes obligations, sauf que je les fais pas, donc je fais rien. Ça, c'est terrible qu'on fait souvent ça. On se bloque nous-mêmes. Et ça fait partie des choses sur lesquelles je vous conseille de travailler, qui est hyper dur. Je me bloque souvent, par exemple, là, je me disais, fallait que je prenne mes billets pour Noël, et ça fait 5 mois que je dois prendre mes billets pour Noël, et sauf que là, la dernière tâche qui me bloquait, c'est, je me disais, j'ai des mails à envoyer avec ma mutuelle pour cette histoire de machine CPAP pour mon apnée du sommeil. Et dans ma tête, je m'étais dit, faut d'abord que j'envoie la machine, mais je me l'étais pas dit consciemment. Je m'étais dit, faut d'abord que j'envoie le mail pour la machine CPAP, et après, je prendrai mes billets. Et pendant une semaine, du coup, j'ai rien fait. Et au bout d'une semaine, je me suis dit, mais c'est complètement non. En fait, non, je vais changer ma priorité, je vais dire, je prends mes billets. Et en fait, j'ai pris mes billets. J'ai toujours pas fait le mail de la machine CPAP, mais au moins, j'ai pris mes billets. Du coup, si vous voyez qu'il y a des tâches qui vous bloquent, par exemple, toi, Caroline, quand tu dis, je veux d'abord faire l'obligation et après, je fais autre chose, essayez de changer ça, parce que sinon, vous faites rien. Et moi, c'est pareil. Merci Léa pour ton message. Et oui, le live, le prochain, c'est, je vais essayer quand même les 3 dernières minutes de lire vos commentaires. Mais oui, le live prochain, c'est dimanche prochain à 11h. Et si vous y a un animal dans les soirées, messager sanitaire 100%. Si dans une soirée, dans un mariage, dans n'importe quoi, il y a un animal, un chien ou un chat, c'est fini, je ne suis plus là, je vais être devant l'animal. Du début à la fin, et je vais passer la meilleure soirée de ma vie. 100%. J'ai 0 regret. Merci pour le petit, le nounours avec le cœur, Jérémy. C'est trop beau. Merci Catastrophe pour ton message. Bien sûr, ça m'a fait rire avec ta voiture bateau, elle est trop bien. Mais c'est comme les gens qui ont des voitures qui vont passer au truc de nettoyage et qui oublient de fermer les fenêtres. J'en ai entendu parler. Merci pour le cœur, Catastrophe. Merci beaucoup. Tu vas essayer de lui apprendre à nager. Merci Manems pour le cœur. Exactement. On apprend à nager à la voiture. J'adore. Chichin, hydratez-vous. Je m'ennuie plus avec les autres qu'avec moi-même. Ah oui, moi je m'ennuie jamais avec moi-même, ça c'est très clair. Oui, pour les listes de Safe Gnarly Wen, tu peux aller sur mon Patreon, j'ai un post de ressources accessible à tout le monde, et je conseille notamment le compte Instagram de Payta Psychophobie.
Tapis pas cher pour animaux, les tapis sol caoutchouc de bagnole, 1 € chez Action. C'est vrai, ça peut aider ça aussi. Il y a des tapis de fouille, etc. Tu peux faire des pipolinos avec des rouleaux de sopalin pour chat. Voilà, je partage cette idée. Quand je m'ennuie, je mange. Alors ça, j'en ai parlé, l'histoire de l'hyperphagie, c'est aussi souvent ça. Comment on compense notre ennui? On peut compenser avec notamment des addictions, de l'automédication ou les troubles du comportement alimentaire. Avec notamment, moi, c'est pour ça que j'ai développé une hyperphagie, parce que quand je m'ennuyais, je mangeais. C'était le seul truc qui me faisait avoir de l'intérêt. Donc voilà, ça fait depuis juin que j'ai scanner kiné, mais je veux d'abord faire analyse de sang. Bah voilà, moi c'est pareil, je me fais cet ordre-là et voilà. Oui, c'est fini pour aujourd'hui les commentaires, mais du coup, je lis pour au cas où vous mettez des commentaires gentils, mais je vais pas répondre aux questions. Merci M'extraordinaire d'être venu, c'est trop chouette, et merci pour tous vos commentaires. C'était vraiment trop... Ah oui, c'est vrai qu'il faut qu'on aille au cinéma aussi aujourd'hui, j'avais oublié. Bref, donc du coup, merci beaucoup d'être venu et j'espère que ça a pu vous aider. J'ai eu l'impression d'avoir quand même parlé de plusieurs choses. Hydratez-vous, si vous vous êtes hydraté depuis le début de mon live, allez aux toilettes. Parce que même si vous le sentez pas, vous avez besoin d'aller aux toilettes. Voilà. Fermez vos vitres de voiture. Ayez une très belle semaine, un très bon dimanche et on se voit dimanche prochain à 11h. Au revoir tout le monde, merci beaucoup.